Nous sommes le jeudi 24 novembre 2022 et vous écoutez le 11e épisode de la 5e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Cette semaine, nous vous proposons la première partie de notre grand guide d'achat de fin d'année avec le volet dédié aux meilleurs boîtiers hybrides de l'année 2022. Nous recevons pour l'occasion Rodi Student de la boutique spécialisée IPLN et le journaliste Louis Royer du magazine Les Numériques. Cette émission est présentée par Sony et sa gamme de boîtiers hybrides plein format photo et vidéo pour les professionnels et les amoureux de la belle image. 11e épisode de cette 5e saison, c'est parti. Benjamin, ça farte ce matin ? Ouais, ça farte, Arthur. En plein Black Friday, là, je suis prêt pour T'as pour fait attaquer chauffer la CB un peu ou pas encore ? Non, oula, malheureux, elle chauffe pas, non. Pourtant, c'est le Black Friday, on va parler de matos, hein, on attaque un tunnel. Ouais. Voilà, donc non, la CB, elle reste loin des magasins, pour l'instant en tout cas. Je résiste. Bon, on a le plaisir de recevoir deux habitués à notre table pour la première fois par contre dans notre studio. Salut Ronnie, comment vas-tu ? Salut à tous, salut Arthur, salut, comment ça va? Ça farte. Et toi Loulou ? Bah, Loulou, oh là, je m'emballe. Tant de familiarité. Et toi Louis ? Tiens, Ah, c'est parce que j'ai 14 ans et demi et que du coup, il faut un peu biberonner, mais ça va. Ça va bien. Les nuits sont courtes, mais la vie est belle. Bon, génial. Alors, avant de commencer, j'aimerais qu'on revienne juste 2 secondes sur le Canon EOS R7. Alors, on a diffusé il y a quelques jours une émission spéciale qui était entièrement dédiée à cet appareil, avec Roch Lorente de Canon France et les photographes Stéphane Hamel et Eric Médard. Et un auditeur du podcast, Alain Duquesnet, nous a laissé un commentaire sur Instagram avec une question assez intéressante. Il se demande pourquoi on ne retrouve pas plus de capteurs rétro-éclairés empilés dans les hybrides APS-C ou full frame de Canon qui gèrent plutôt bien les basses lumières, et ce même avec des définitions très élevées. Alors évidemment, on a trouvé la question super intéressante et on a naturellement demandé à Canon d'y répondre, et c'est Jackie Carré, le chef produit EOS, qui s'y colle. On l'écoute. Alors, c'est une très bonne question. Alors, pour l'instant, les capteurs rétroéclairés empilés, nous, ils sont disponibles uniquement sur l'EOS R3. Et ça, c'est lié principalement au coût de fabrication et au process de fabrication, qui est très différent entre un EOS R7, par exemple, qui est un capteur classique, donc front-side illumination, et un capteur BSI qu'on a sur le R3, puisqu'il faut retourner le capteur, il faut l'usiner, ensuite il faut rajouter des couches et empiler les couches de composants pour augmenter la vitesse de lecture. Et ça va générer un coût de fabrication et un process totalement différents qui sont malheureusement supportables uniquement sur des produits professionnels actuellement. Donc, si on déployait ça, par exemple, sur un EOS R7, ça voudrait dire un coût bien supérieur au produit. Donc, le R7 est très bien placé actuellement au niveau prix, 1 499 €. Et forcément, ça aurait un impact sur le prix. Et nous, on a voulu se focaliser sur un produit accessible à tous. Et donc, pour l'instant, les capteurs empilés et rétroéclairés, c'est uniquement réservé aux produits professionnels, donc à l'EOS R3, en l'occurrence dans les hybrides. Mais par exemple, l'EOS R6 Mark II, qu'on vient de sortir maintenant il y a 15 jours, on a un capteur classique, mais on a très bien corrigé le défaut de rolling shutter que vient corriger très bien également le capteur empilé. Donc pour l'instant, le capteur rétro-éclairé empilé, chez nous, il est réservé aux professionnels et c'est lié au coût de fabrication et au process de fabrication. Voilà. Il va falloir qu'on se prépare un petit jingle droit de réponse, Benjamin. Moi, j'aime bien cette idée qu'on nous pose des questions et qu'on on prépare les réponses avec les bonnes personnes pour les donner, quoi. Ah, moi j'en suis ravi, il faut même qu'on fasse toute une rubrique consacrée à ça. Et puis un petit jingle, faites entrer l'accusé, ou je sais pas, un truc un peu judiciaire, tu vois, dramatique. Mais oui, la réponse, elle est intéressante aussi, mais on en reparlera du R7. C'est vrai que son principal atout au R7, quand même, c'est son positionnement de prix. Donc si on commence à mettre un capteur empilé, oui, ça va le faire flamber. Par contre, on peut demander à Canon de faire un R7 un peu plus pro, avec un capteur empilé. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire.
Ronny, Louis, je vais quand même vous représenter à nos auditeurs pour ceux qui ne sont pas encore capables de bien vous situer. Alors, je vais commencer avec toi, Ronny. Donc, toi, tu es le directeur commercial de la boutique Image Photo Lyon Numérique, ou IPLN, qui a été fondée en 1937 et qui est installée au cœur de Lyon, au 17 place Bellecour. Alors, IPLN, c'est une histoire de famille, de père en fils. Ton père, Richard Student, en est le directeur général depuis plus de 20 ans et a monté d'ailleurs le réseau Image Photo en 2008 qui possède pas moins de 17 magasins spécialisés en France. Avec tes frères Douglas et Dylan, vous avez repris la gestion opérationnelle de la boutique et le développement du site internet depuis 3 ans maintenant. Est-ce que c'est bien ça ? C'est une magnifique présentation, très complète et effectivement, voilà, on a repris ça à 3 et en plus de la boutique qui continue d'évoluer, on en reparlera peut-être tout à l'heure, on a développé un nouvel espace il y a peu depuis cet été. On a aussi donc pour projet de faire grandir notre site internet et ce qui, pour le moment, se passe plutôt bien. Ouais, parce que je ne sais pas si nos auditeurs connaissent, mais la boutique IPLN, c'est pas une simple boutique, quoi. C'est un vrai showroom, hyper beau, hyper agréable. On se croirait presque dans un Apple Store, quoi. On a essayé, on a toujours l'idée de vouloir donner une expérience aux clients de la même façon qu'on aimerait la recevoir. Et c'est vrai que tu en parles, notre nouvel espace qu'on vient d'agencer, qui a terminé après 6 mois de travaux d'être prêt cet été, est dédié en partie à la marque Leica, qu'on ne faisait pas depuis un bon nombre d'années. On a ajouté aussi une DJI Room d'à peu près 20 mètres carrés avec un showroom de présentation de toute la gamme, ainsi qu'une partie sport optique jumelle avec notamment Swarovski et autres qu'on ne proposait pas non plus depuis un bon moment. Et c'est vrai qu'on a voulu ça dans une ambiance assez chaleureuse, bois, un peu tamisé, style bijouterie si je puis dire, mais toujours dans cette idée de faire passer un bon moment. Puis après, le reste des espaces est en perpétuelle évolution. On recrute du monde aussi et donc on a maintenant un espace lumière et son dédié qui est beaucoup plus important, un showroom sur la partie bagagerie ou trépied. Enfin voilà, je vous invite ceux qui sont sur Lyon à passer nous voir et sinon l'ensemble du catalogue et bien plus sont visibles sur ipln.fr. Bon, j'espère que bientôt tu auras un espace dédié au matos pour faire du podcast. Ça me paraît être une évidence. Après aujourd'hui, on va s'y atteler. Alors Louis, pour ta part, donc, tu es journaliste spécialisé pour le site lesnumériques.com depuis près de 4 ans et tu travailles évidemment pour la rubrique photo et la rubrique mobilité, ou maintenant c'est que la rubrique photo? C'est la rubrique photo normalement exclusivement, mais j'ai un gros volet mobilité quand les derniers smartphones les plus haut de gamme, les fleurons sortent et qu'ils ont un petit gimmick photo spécifique, un nouveau capteur, une nouvelle fonction, c'est moi qui m'y colle aussi pour donner un peu plus de crédibilité à tout ça, tu vois. Alors, tu as en charge évidemment la réalisation de tests de produits, aussi bien en laboratoire que sur le terrain, et de différents types d'articles, des actualités évidemment, des guides d'achat, des comparatifs, des interviews. Tu es diplômé d'un Master Pro en journalisme avec une spécialité télévision, web et presse écrite. Et avant de rejoindre les numériques, tu es passé chez Webedia, aux éditions La Rivière et à la correspondance de la presse. Merci Louis d'être revenu une fois de plus. T'es un peu chez toi maintenant. Avec plaisir, moi j'adore. Loulou. C'est vachement chaleureux. Mon loulou. Je pense que je vais prendre un appartement juste en face de toute façon. C'est la meilleure solution pour moi. Et enfin, au cours de cette émission, nous entendrons également les témoignages de Fabrice Abuaf, le Senior Product Manager Digital Imaging chez Sony France, et de Hervé Makudzinski, le Image Science Director, que des directors, disons, aujourd'hui, chez DxOMark. Voilà pour ce casting de cette émission. On démarre, comme d'habitude, avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, les ODR et offres spéciales pleuvent de toutes parts en ce mois de novembre. Il est désormais possible de pimper son Nikon ZFC et on était à Montier ce week-end pour la 25e édition du festival. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Le mois de novembre est traditionnellement une période extrêmement propice pour faire de bonnes affaires. En effet, les fêtes de fin d'année approchent à grands pas et de nombreux constructeurs et revendeurs proposent des offres spéciales en plus des 2 jours à ne pas manquer que sont le Black Friday qui se déroulera le 25 novembre prochain et le Cyber Monday qui se déroulera le 28 novembre. Quoi qu'il en soit, la majorité des constructeurs ont en ce moment des offres spéciales qui prennent la forme de remises immédiates ou d'ODR, les fameuses offres de remboursement.
On peut citer par exemple Fujifilm avec jusqu'à 1000 € de remise sur une sélection d'objectifs XF et jusqu'à 800 € de remise sur les boîtiers GFX moyen format, Sony avec jusqu'à 300 € de remise sur des boîtiers et des optiques, Nikon avec jusqu'à 500 € de remise sur des hybrides réflexes et optiques, Canon avec jusqu'à 1000 € de remboursés sur des optiques RF, Lumix avec jusqu'à 300 € de remise sur le S5 et certains objectifs ou 200 € de remboursés sur le GH6 avec d'ailleurs un pack SSD SanDisk et une extension de garantie offerte, Sigma avec jusqu'à 200 € de remboursés sur une sélection d'optiques hybrides et enfin Tamron avec jusqu'à 100 € de remise sur une sélection d'optiques réflexes. Renseignez-vous auprès des constructeurs ou de votre revendeur pour connaître les modalités de ces opérations de fin d'année. Nikon lance une version relookée de son hybride rétro APS-C, le ZFC. Désormais, en plus de la traditionnelle version Silver, il sera possible d'opter pour une version Full Black. Les aficionados de l'appareil pourront même sur le site marchand de Nikon aller plus loin en choisissant aussi la couleur du gainage extérieur imitant une texture cuir. Il est donc possible d'opter pour un bleu nacré, un rouge écarlate, un gris minuit, un jaune moutarde ou encore un gris naturel. Enfin, pour aller au bout de l'idée, Nikon décline aussi son Nikkor Z 40 mm f2 en version SE rétro pour compléter l'actuel 28 mm f2.8 SE, lui aussi en look rétro. Le nouveau Nikon ZFC Black est proposé sur le store de Nikon au prix de 1049 € et une version personnalisée au prix de 1099 € boîtier nu. La version SE du Nikkor 40 mm f2 est pour sa part proposée au prix de 349 €. A noter que jusqu'au 16 janvier, vous pouvez bénéficier d'une remise de 100 à 200 € sur les différents kits ZFC proposés sur le store de Nikon. Et enfin, pour terminer, la 25e édition du Festival international de photo animalière et de nature s'est déroulée du 17 au 20 novembre à Montier-Anderre. En marge de la grande exposition consacrée à l'œuvre de Steve McCurry dans l'enceinte de la Halle au Blé, de nombreuses conférences et projections ont eu lieu au cours des 4 jours de festival avec de grands noms de la photographie comme Jim Brandenburg, Mathieu Ricard, Hans Sylvester ou Yann Arthus Bertrand et des personnalités importantes dans le domaine de la préservation de l'environnement et des forêts comme Francis Allais et Laurent Tillon. En se baladant dans les divers pôles d'exposition, nous avons croisé des habitués de l'événement comme Jean-Michel Lenoir, que nous avons reçu à nos micros pour une grande masterclass sur la photo de paysage en hiver, Tony Crocetta, auteur d'un livre extraordinaire sur l'ensemble de sa carrière de photographe animalier dans la savane africaine, et la jeune génération prête à reprendre le flambeau, à l'instar de la photographe brésilienne Larissa Neves, venue du Pantanal et de Lao, jeune assistante de Vincent Munier, sensible à la fragilité de la biodiversité dans les forêts vosgiennes. On les écoute. Je fais partie des personnes qui ont eu la chance de vivre les premiers Montier-Anderre, donc ça fait pratiquement donc 25 ans que je suis d'année en année le festival. Et là, en fait, c'est, on va dire, le grand rendez-vous annuel qui arrive à la fois en fin de saison, mais c'est surtout qui vient couronner la réunion d'énormément de photographes venus un petit peu aux 4 coins de la France et de l'Europe, pour montrer en fait tout ce travail au long cours de chacun des photographes qui travaillent seuls toute l'année et qui viennent partager avec le public venu nombreux leur passion de l'image. Et on est sur un des festivals à la fois les plus anciens mais les plus représentatifs de la photo de nature. C'est beaucoup de choses, c'est l'aboutissement d'un très long travail, d'une très longue carrière aussi, puisque la première image aura été faite en 1986 et la dernière cette année au mois de juillet dernier avec Léopard Noir. Donc c'est une carrière riche en émotions avec beaucoup d'animaux et puis voilà, ça se traduit par 632 pages des récits. Et pour la petite histoire, j'ai pas choisi les plus belles images, j'ai choisi les plus belles histoires. Je m'appelle Larissa Neves, je suis brésilienne. Et c'est la première fois que j'expose à Montier. C'est un grand festival et je suis très contente pour l'opportunité aussi. Pour tous les gens qui passent ici, et me disent bonjour et félicitations pour les images. Je parle beaucoup de la nature du Brésil, mais spécialement du Pantanal. Je parle bien de jaguar, par exemple, que c'est le chat de l'Amérique du Sud que tu peux regarder si tu viens avec nous au Pantanal. Et je parle beaucoup des oiseaux qui sont très colorés, qui sont très bien pour prendre la photo, par exemple les toucans, les haras. Je crois qu'il faut montrer pour les gens connaître, et comme ça la préservation arrive ensemble.
Moi, c'est Lao et je suis venue aider Vincent pour vendre son DVD ou aussi le livre de son père. J'ai lu le livre du père de Vincent et la fin m'a énormément touchée parce que évidemment c'est très triste que les tétras disparaissent des Vosges. Et oui, je vais beaucoup en forêt, marcher ou écouter les animaux. Rendez-vous le 16 novembre 2023 pour découvrir la 26e édition du Montier Photo Festival. Bon alors là, on est en plein dans la période du Black Friday, c'est la folie. Ronnie, c'est quoi le meilleur moment en fait pour faire des bonnes affaires? C'est là ou c'est les soldes en janvier? Dans notre monde, je pense que c'est maintenant. Parce Ok. qu'en réalité, et c'est vrai que c'est une question qu'on a souvent, la notion de solde en photo, elle n'est pas tellement présente à la différence des vêtements, par exemple, où il y a vraiment une saisonnalité. Alors effectivement, pour copier, on va dire, et coller au calendrier, les fabricants ou nous-mêmes d'ailleurs, on va avoir des promotions pour la période de solde. Mais là, maintenant, tu en as cité une bonne partie tout à l'heure, c'est vraiment le meilleur moment. Les offres sur novembre-décembre, cumulé au bonus Black Friday qu'il y a très souvent là actuellement, c'est maintenant. Oui, mais ça veut dire encore quelque chose, les dates du Black Friday? Bah, tu as raison, au final, si on regarde bien, c'est normalement ce vendredi, donc demain, qui est censé démarrer et vraiment être le Black Friday. Sauf que quand on voit l'impact que ça a depuis maintenant quelques années d'un point de vue chiffre d'affaires, beaucoup de sites internet, de magasins, et nous-mêmes, hein, je dois l'avouer, on s'est calé là-dessus. Et du coup, en fait, on fait plus durer ça quasiment une semaine maintenant. Parce que c'est vrai qu'on a aussi remarqué que, et souvent pour des achats un peu gros, une optique, un boîtier, un certain budget, se décider comme ça en 24 heures, c'est pas non plus simple. C'est pour ça qu'on donne en règle générale entre une semaine et 3-4 jours pour les dernières offres voilà, qui arrivent cerise sur le gâteau, quoi. On t'a pas du coup une horde de photographes hystériques qui font la queue à 4h du matin avant l'ouverture vendredi et qui se jettent sur des Alpha 1 Bah, pas encore, mais s'ils nous écoutent, sachez que si vous venez à 4h du matin, on vous ouvrira pour des Alpha 1, y a pas de souci. L'Alpha 1 qui est d'ailleurs très bon marché. Oui, voilà, bon c'est un exemple. boîtier souvent soldé, l'Alpha. Ouais, c'est ça. Accessible. C'était au plus le grand meilleur nombre. exemple. Bon, Louis, le mode de la mode rejoint celui des appareils photo. Nikon se lance un peu dans la fashion, là, avec la possibilité de pimper autant son ZFC. Ça me rappelle Pentax, hein, qui à une époque était un grand spécialiste de ce genre de choses. Mais si tu as bien suivi, Pentax vient de le faire aussi, puisqu'ils viennent d'annoncer un Pentax KF, qui est un Cristal. rebadging du K70, et il y a des versions bleu nuit, Oui, des on versions... peut pas l'avoir en rouge émeraude, hein, je crois. hein. Non, mais avant, tu pouvais pour ça. Mais le ZFC, par contre, quand ils l'ont annoncé, je crois, il y a un peu plus d'un an, en fait, quand tu allais sur le site japonais, parce que bon, des fois, les informations sont un peu lapidaires quand elles viennent en Europe, bah déjà, tu avais déjà les coloris bleus, je sais pas quoi, et rose pastel et tout ça, les trucs interchangeables. J'avais déjà demandé à l'époque à Nikon, est-ce que nous aussi, on pourra changer le petit faux cuir de nos ZFC? On nous a dit, bah non, nous, en Europe, c'est pas trop notre truc et tout ça, on Ouais. fait pas ça. Écoute, moi, je trouve ça assez cool quand même. Oui, c'est souvent le cas hein, que sur le marché asiatique, on voit débarquer des couleurs blanches qui est très prisé et qui arrivent parfois sur le marché européen. Après, c'est plus pour les boîtiers d'entrée de gamme. T'as pas un Z9 que tu peux d'un coup pimper en Ce serait cool. rouge écarlate. Ce serait C'est dommage. très, très un cool. Z9 Moi, Arctic je me rappelle pour aller de versions de photographier les Hasselblad à mouflons. l'époque, spécial Ferrari, rouge pétant. C'était un truc assez spécial. hein. Leica le fait encore. Il y a toujours des Leica Kaki militaires, Il y a plein de Daniel versions, Craig. et même, tu as des. Il y a une blanche qui vient de sortir, je crois. Voilà, de exactement, le Ghost, en série limitée. Et sinon, c'est vrai que tu as des covers aussi. Nous, on voit maintenant qu'ils font de la reprise de Madal d'occasion. On a des gars, là, dernièrement, on a eu un Alpha 7 III qui avait été mis avec un cover bleu. Donc, c'est une solution. En fait, c'est pas une housse silicone comme on les connaît, Ouais. mais c'est vraiment une seconde peau. C'est le revêtement. Le C'est revêtement, vinyle, c'est ouais. collé. Spin Pirate, quoi. C'est la C'est marque, ça. je crois que c'est T-Brand. Lifeguard, je crois que Lifeguard, c'est ouais, Lifeguard, D-Brand un truc aussi, ils comme font ça, des marques américaines qui sont. Ouais, beaucoup d'appareils que tu vois sur le marché de l'occasion, ou les objectifs aussi, ils ont été customisés pour des raisons esthétiques, ou alors comme pour aller dans les pays froids ou en forêt pour se cacher. C'est marrant. Bon. Alors, parmi les autres actus qu'on a repérées cette semaine, il y a deux choses que je voulais ajouter. La première, c'est que Fujifilm sort une nouvelle version, un nouveau modèle, l'Instax Square Link.
qui intègre d'a priori, d'après ce que j'ai compris maintenant, des technologies de réalité augmentée. Bon, pourquoi pas. C'est disponible le 16 novembre et proposé à peu près à 150 €. Et sinon, il y a Sony qui met à jour son Alpha 7 Mark IV et 4 optiques pour le boîtier. Donc, ça améliore la stabilité de fonctionnement de l'obturateur. Et pour les optiques concernées, à savoir le 100-400 mm, le 24-105 mm, le 200-600 mm et le 70-200 mm G2, non pas G2, GM2. GM Master 2. Voilà, ça améliore la stabilisation optique avec le nouveau venu qui est l'Alpha 7R Mark V. Voilà. C'est pour, hein, tu veux ajouter c'est une quelque info. chose? Non, mais disons que c'est une info, précisons-le, qui date pas de la veille. Hein, elle date Oui, du 10 ça novembre. va, Donc, ça va 10 jours, on l'avait ok. gardé puisque c'est de circonstances dans le contexte de l'émission. Après, c'est une bonne mise à jour, c'est toujours bien. On va en reparler de ces produits-là, notamment la 7R5. Je crois que tu l'as testé, Louis, pour les numériques. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir en main aussi assez longuement, avec le 70-200 GM2 qui est un téléobjectif assez monstrueux de par la qualité. Hein, parce que parce qu'il est plutôt léger finalement. Hein. L'encombrement est remarquablement compact, quoi. C'est fou. On dirait un 70-200 F4. Ouais, c'est ça, il faut le. Voilà, il est à peine plus lourd, mais je crois qu'il fait 1 kg et quelques sur la balance. Ouais. Ce qui est le plus léger, il est plus léger que celui de Canon qui pourtant est rétractable. Exactement. De quelques grammes, hein, mais c'est pour le principe. Mais effectivement, il fait, je crois, peut-être 150 grammes de plus que la version F4. Ouais. Et quand tu l'as en main, alors il est quand même assez volumineux, mais le poids, c'est quand même assez. Ce que tu fais maintenant, et tout en gardant, je crois que moi, c'est au numérique, en tout cas sur nos petites courbes et nos petites mires, je crois que c'est le zoom ou le télézoom le plus performant qu'on ait jamais testé. Toute optique confondue, réflexe, hybride, le 70-200 est une optique qui historiquement arrache un peu quels que soient les constructeurs et le machin. C'est une optique entre guillemets qui est relativement simple de faire avec un piqué extrême du centre au bord et dès la plus grande ouverture. C'est simple, les deux meilleurs zooms qu'on ait jamais testés au numérique à l'heure actuelle, hein, évidemment, parce que ça évolue tout le temps, c'est le 70-200 version 2 et le 24-70 version 2, toujours chez Sony aussi, quoi. Ça concorde avec ce que m'a dit Xavier Delatulé, à qui j'ai confié l'optique et qui l'a mesuré sur mire et qui a eu la même conclusion, quoi. Benjamin, tu voulais nous parler d'une exposition au Nikon Plaza, c'est ça? Oui, une sélection d'images de Thomas Pesquet, encore un inconnu, sera exposée au Nikon Plaza du 29 novembre jusqu'au 7 janvier. Et à cette occasion, il y aura des exemplaires de son livre La Terre entre nos mains, édition Flammarion, dont l'intégralité des recettes sera reversée au Resto du Cœur. Donc il y a quelques exemplaires du livre qui seront offerts à cette occasion. Ouais, best-seller, je sais pas. En tout cas, c'est l'occasion de faire coup double, quoi, de faire un cadeau et de faire une bonne action. Je sais pas si vous l'avez vu, l'ouvrage. Nous, on l'a eu entre les mains, on l'a reçu. Et c'est un très bel ouvrage. Hein. C'est un grimoire aussi, parce que c'est épais comme ça à peu près. Et il y a de quoi. Contre pour le tarif, je crois que c'est pas non plus hyper accessible de prime abord, mais. Non, mais il y a de quoi lire. lire. C'est un cadeau, il y a de quoi faire et de quoi lire. Au-delà des images qui sont belles, ou c'est pas forcément belles d'ailleurs, mais qui sont plutôt intéressantes, c'est surtout les textes qui sont super intéressants. Parce qu'ils décryptent pas mal à la fois ce qu'on voit, mais la manière dont il s'y est pris pour faire les images. Et c'est ça qui est intéressant. Bon. On va conclure le Flash Actu cette semaine là-dessus. Et puis, on passe à la story. Ta chronique hebdomadaire, Benjamin. Alors, cette semaine, tu reviens sur l'Analogue Sport Festival, qui met à l'honneur de jeunes photographes formés à la photo de sport en argentique en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024. La story vous est présentée par MPB, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits photos et vidéos d'occasion. Former des jeunes à la photo de sport en argentique. Tel est, depuis 2019, l'objectif de l'association Analogue Sport, avec en ligne de mire les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024. Pour la seconde année consécutive, les jeunes participants ont exposé leur série pendant 10 jours au cœur du 11e arrondissement de la capitale. L'Analogue Sport Festival est un temps fort et une fierté pour Quentin Evenot, à l'initiative du projet. Donc l'idée, c'est d'avoir un festival pendant Paris Photo, d'avoir notre Paris Photo à nous et de clôturer un an de travail avec les jeunes. Pour eux, c'est la fin de l'année. Ils montrent leurs photos au grand public et ils sont, je pense, fiers d'avoir pour la première fois de leur vie des photos accrochées à des murs blancs. Malgré de nombreux échecs et un long apprentissage, l'engouement des jeunes participants pour l'argentique est unanime. Ce qui frappe aussi, en voyant leurs images et les thématiques abordées, c'est la cohérence et la rigueur qui en émanent. 4 photographes de la promotion 2022 nous racontent, à tour de rôle, la manière dont ils ont mûri leurs séries respectives. Je m'appelle Iman, j'ai 22 ans
Et je fais de la photo argentique depuis maintenant 8 mois. Donc ma série déjà, elle s'appelle Le Chamboule-Tout. Et elle consiste à vraiment changer l'environnement de sportifs, principalement des femmes. Je voulais vraiment les mettre en avant. Donc j'ai pris une fille qui faisait du karaté et je l'ai installée sur un skatepark tout simplement. Et je lui ai demandé de pratiquer son sport. Donc on a pu voir que c'était très gracieux, c'était beaucoup de discipline aussi. Ça se voyait sur les photos et même pendant la pratique elle-même. Et ensuite, j'avais une boxeuse sur un terrain de basket et pareil. C'était vraiment magnifique à shooter et à voir. Du coup, je m'appelle Inès, j'ai 20 ans. Cette année, je fais partie de la promo Analog Sport 2022. Au début, je voulais partir sur le sport et l'islam. Mais je me suis dit que ça allait être un peu compliqué. Du coup, je vais un peu élargir ma vision. Et je me suis dit, je vais faire sur l'Afrique. Et je me suis dit, mais comment je pourrais représenter des sportifs africains à travers la photo sans tomber sur, on va dire, une photo sportive déjà, où ils sont déjà en action. Et du coup, je me suis dit, je vais prendre des moments de vie de ces sportifs. Et du coup, j'en ai choisi 3. 3 photos qui m'ont marqué avant même de faire l'expo. Donc celle de Georges Weah, quand il reçoit le ballon d'or en tenue traditionnelle, en boubou. Une de Mohamed Ali en prière. Et du coup, je me suis dit, comme j'ai pas pu faire sur l'islam, c'est un petit big up sur ce que je voulais faire de base. Et la dernière, c'est Zinedine Zidane, qui est dans le cœur de tout le monde, je pense, dans sa cité, à la Castellane. Du coup, voilà, je l'ai refait à ma sauce. Je regarde beaucoup les images des années, on va dire 90, 2000. Et j'ai toujours aimé en fait ce rendu, on va dire à l'ancienne. J'ai découvert que c'est avec un appareil argentique. C'est l'argentique qui rendait, la pellicule qui rendait cet effet. Je me suis dit, pourquoi pas tenter, parce que c'est le rendu que j'aime en fait. Du coup, je me suis entraînée. J'ai trouvé que c'était un peu pas mal. Et après, j'ai fini par trouver Analogue et je me suis dit, ça colle. Du coup, je m'appelle Irfan, je vais avoir 22 ans. Je suis en école de mode depuis 2 ans et avant, j'ai fait du cinéma. Pour le festival d'Analogue, j'ai décidé de mélanger mes 2 passions, la mode et le sport et la photo, du coup. Et donc, c'est le thème mode et sport. J'ai voulu un peu enjoliver les terrains de sport, les tenues des sportifs. J'ai choisi des sports de combat parce qu'ils sont souvent vus juste comme quelque chose de violent, alors qu'il y a beaucoup de poésie autour au final. Je voulais justement que le vêtement amplifie cette poésie à travers les gestes et le mouvement. Du coup, je me suis intéressée à eux, leur personnalité, pour essayer de faire des pièces qui leur correspondent. Donc le boxeur, par exemple, c'est quelqu'un qui était hyper timide. Et du coup, je lui ai fait un énorme manteau pour un peu l'étouffer. Et dès qu'il est sur le ring, c'est une autre personne. Donc plein de bijoux, des paillettes pour le mettre en avant. Je m'appelle Marwan El Fakarani, j'ai 21 ans et je viens de Saint-Ouen. La djellaba, en France en tout cas, c'est vu comme un habit très de bas étage, style pyjama, on le met parce qu'on n'a rien à mettre. Alors qu'en fait au Maroc, c'est vu limite comme un costard. Et je me suis dit, il faut redorer l'image de la djellaba. Et quoi de mieux que pour représenter la France que Versailles, le jardin, le château. Et du coup à ce moment-là, il fallait mettre quelqu'un dessus, parce qu'il fallait rester dans le thème du foot. Là je me suis dit, qui a comme surnom Prince ou Roi? Et là, c'était Mbappé, Prince de Bondy. Et là, du coup, j'ai décidé de le mettre avec l'aide de ma daronne qui a cousu, de ma mère, pardon, ma mère, qui a cousu le maillot dessus, avec tous les détails. Au début, on est parti dans un coin un peu caché, parce que moi, c'est la première fois que j'allais à Versailles. Mon ami, la 2e fois. Là, il n'y avait vraiment personne, on a eu cette chance. Et plus on avançait, plus les gens venaient, plus il y avait de monde. Et à ce moment-là, là, on était plus à l'aise. Et du coup, on a fait des meilleures photos. À l'issue d'un galop d'essai effectué au mois de juin, lors de la 10e édition des Special Olympics, un événement qui vise à l'épanouissement des personnes qui vivent avec un handicap mental par le sport, Quentin Evenot envisage sereinement la perspective de confier la couverture des JO 2024 à ses apprentis photographes. On est capable, avec nos jeunes, de couvrir ce genre d'événement pendant 2 jours. L'idée, c'est qu'on fasse ça d'ici 2 ans sur les Jeux. Là, on est en train de se roder encore, c'est une 2e promotion. Donc on a cet objectif-là de former une 50aine de jeunes, voire plus, pour les Jeux de 2024. Là, on a la preuve que ces jeunes-là ont su faire des belles photos pendant 1 an. Maintenant, ils savent les présenter, les accrocher au mur. Et on garde ce cap de Paris 2024 dans 2 ans pour qu'ils soient les photographes officiels des Jeux. Nous, l'idée, c'est bien sûr, on shoot en argentique, qu'ils aient aussi du numérique, parce que voilà, c'est aussi, il y a des bons côtés aussi au numérique et il faut qu'ils assurent aussi ce genre de prestations. Mais l'idée, c'est qu'on couvre un peu en argentique, comme les photos de Depardon à l'ancienne, avec ce petit grain en noir et blanc. Nous, c'est un rêve de faire ça avec eux.
sont tellement cool. Ils sont tellement cool. C'est pas la première fois qu'on parle d'Analog Sport. On les suit depuis leur création maintenant. Bon, ça fait un peu penser au Canon Young Programme là, dont on a parlé il y a pas si longtemps que ça. Le Young People Programme, oui, Young de People Canon, Programme. absolument, oui. C'est un petit peu la même veine, la même passion qui les réunit tous. En tout cas, il y a beaucoup d'énergie dans ces endroits-là, dans ce lieu-là. Donc, c'était en même temps que Paris Photo. Ça dure pas longtemps, ça dure 10 jours. Donc, le festival a déjà eu lieu, mais on peut voir les images sur les réseaux. Ils en parlent vachement bien. Ils en parlent. Quoi. C'est impressionnant, la maturité qu'il y a et la rigueur qu'il y a dans la démarche, parce qu'ils se sont tous beaucoup plantés. C'est ce qu'ils disent. Hein. C'est finalement glorification de l'échec, parce que l'argentique, tu te plantes et tu te relèves et tu retentes. Et finalement, ils ont tous réussi à créer des séries très cohérentes et bravo à eux, quoi. C'est très chouette. Et précisons, hein, puisqu'on en a parlé au début de la 2e saison du podcast, donc ça fait déjà un petit moment au moment de la création de l'association. Depuis, l'association a remporté le premier prix du concours Talent 2024 organisé par la ville de Paris et le comité d'organisation 2024. Et donc, comme le dit Quentin, 50 jeunes seront au bord des stades et des festivités des joutes sportives de Paris 2024 pour photographier l'événement en argentique et en numérique. C'est génial. C'est génial. Il y a une grande tendance de fond quand même sur l'argentique. Là, surtout les jeunes. Ouais. Surtout les jeunes. Alors pour les moins jeunes, hein, évidemment, il y a même Leica qui a relancé le M6. Ronnie, ça se vend ça ou c'est juste un coup de com? Alors, après, je ne suis pas forcément le mieux placé pour parler de l'argentique parce que c'est vrai que nous, on n'en fait pas beaucoup. Maintenant, si je prends sur le M6, par exemple, ou sur Leica, qui est vraiment la seule marque où on a aujourd'hui encore quelques produits argentiques à vendre, il y a une demande. Après, là où je suis d'accord avec toi, et c'est là où le sujet, je trouvais très intéressant, c'est que les jeunes, je suis surpris de voir des jeunes passer le pas de la porte, être intéressés par découvrir, par essayer, par récupérer l'appareil du grand-père, cette démarche-là, parce qu'on pourrait penser qu'avec le téléphone où justement aujourd'hui tu as l'instantanéité de la prise de vue, tu te casses pas la tête, tu es quasiment sûr d'avoir un truc bien cadré, etc. On serait dans une certaine frustration justement de dire il faut que j'attende, peut-être que je me suis trompé, qu'est-ce qui se passe, alors qu'en réalité c'est tout l'inverse. Et c'est vrai que même si comme je dis, nous c'est un peu à contre-courant de ce que nous on propose, c'est assez, enfin ça m'impressionne. Oui, il y a Inès par exemple qui parle de son intérêt pour le rendu des années 90. Et donc, alors qu'elle n'était pas née dans les années 90. Alors, ou en tout cas, elle serait... non, elle était pas née, effectivement, mais disons qu'on pourrait reproduire ce genre de rendu aussi avec les simulations de films de Fuji, par exemple, ou le DxO Film Pack. Enfin, il y a 10 000 moyens de le faire. Mais ce qui leur plaît, c'est d'aller dans la chambre et c'est d'aller développer et d'apprendre ça, cette magie du développement et finalement du déclenchement lent et d'une approche un petit peu plus incertaine du résultat. C'est la magie de l'imperfection aussi, c'est comme ça, comme exactement. Tu disais, tu peux pas tout avoir parfait. Nous on a une nièce pareil qui s'est lancée dans l'argentique, qui l'a pour son école de maquillage, elle fait des shootings de modèles avec des boîtiers argentiques, compacts ou des petits réflexes d'entrée de gamme de l'époque, début des années 90 ou fin 80. Parce que voilà, justement, ils veulent avoir le rendu, parce qu'ils veulent pas avoir des échecs tout le temps. Les boîtiers compacts des années 90, il y a une hype de ouf. Les Mio 2 de Olympus. Ça vaut une blindaxe maintenant, quoi. Il y a plein de produits qui ont pris de sacrées cotes, hein. Même un FM2. Enfin, et Louis, vous allez le tester, le M6, sur les numériques? Oui, bien sûr, on va le tester. Le M6. Non, mais déjà, on teste beaucoup. On teste Leica quand ils en sortent. C'est d'ailleurs, je crois que c'est sans toute transparence, je crois que le test du M11, bon, c'est du numérique, mais je crois que c'est le test le plus lu en photo sur le numérique cette année. Mais non. Pourtant, c'est le boîtier le plus cher, donc c'est le moins accessible et peut-être le moins pertinent, peut-être chez Leica au final. Et après le M6 nouvelle génération, est-ce que c'est pas plus utile d'acheter, enfin plus intéressant d'acheter des M6 d'occasion qui seront pas forcément moins chers selon le modèle. Quand même, selon le modèle, oui, effectivement. Le TTL, il est quand même bien moins cher, le M6. Là, il est vendu au prix fort quand même. Hein, après, il y a pas que, je pense pas que, en tout cas sur ce genre de produit-là, c'est pas que une question de technique. Il y a aussi c'est une question de spéculation aussi. Mais exactement. Il y a le côté série limitée, il y a le côté les vrais passionnés qui ont eu toutes les versions et qui veulent avoir celui-ci. Peut-être qu'ils vont d'ailleurs, et j'en parlais avec Laurent Pidancet de
de la Leica Academy, il disait, moi, des cas comme ça, pour moi, j'achète un boîtier comme ça, je vais m'en servir. Il me dit, combien de gars, ils vont le prendre et ils vont le mettre dans une vitrine et jamais le toucher. C'est un gâchis. Et ce genre de gars qui sont passionnés vraiment par l'image, le but, c'est à un moment donné, c'est qu'il aille sur le terrain, qu'il prenne des coups, qu'il ait des rayures, qu'il vive, quoi. Surtout qu'ils sont réputés pour avoir une endurance assez extraordinaire. Même dans le désert, on peut aller avec un M et pas de problème d'autonomie. Mais après, là, c'est qu'on parlait de rebadge pour le ZFC ou pour des Pentax. Je crois que lui, même si c'est un rebadge d'un argentique qui est déjà commercialisé chez Leica, c'est le MP, je crois. Ils ont un argentique, ils ont encore un argentique à la gamme qui vendent depuis une dizaine d'années. Et ce M6 là, en fait, n'est pas un M6, mais juste un petit redesign de l'argentique qui commercialise toujours. Le M60, ça sent le droit de réponse pour Leica la semaine prochaine, ça. Donc tu cherchais pour ta chronique, t'as trouvé. Non, mais bon, faut qu'on trouve le jingle. Ok, ils vont boycotter après. On va conclure la story là-dessus. Merci beaucoup, Benjamin. On fait une petite pause, une petite respiration et on revient dans quelques secondes après une courte publicité. Je suis à la recherche d'un objectif pour mon boîtier hybride nouvelle génération. Vous pouvez m'aider ? Bien sûr, Tamron propose une gamme unique et innovante de zoom et focale fixe pour montures Sony E, FE et Fujifilm X. Et pour les boîtiers Nikon Z aussi ? Eh oui, Tamron est encore pionnier avec le 70-300 mm spécialement développé pour cette monture. Des performances optiques exceptionnelles pour le téléobjectif le plus léger et compact de sa catégorie. Merci. Et en ce moment, profitez d'offres exceptionnelles sur une large sélection d'objectifs Tamron en vous rendant sur tamron.fr. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec Ronnie Student de la boutique IPLN et le journaliste spécialisé Louis Royer, chef de rubrique photo sur le magazine lesnumériques.com pour notre grande sélection des meilleurs hybrides de l'année 2022. Alors avant de commencer, je vous propose que l'on fasse un petit point sur les nouveautés en termes de technologie et les tendances qui ont vu le jour sur cette année. L'une d'entre elles est évidemment l'arrivée en force de technologies de détection, reconnaissance et suivi de sujets qui sont dopées à l'intelligence artificielle. Je vous propose d'ailleurs d'écouter le témoignage de Fabrice Abuaf, le Senior Product Manager Digital Imaging de chez Sony France, nous parler de la manière dont Sony utilise l'IA sur le système AF embarqué, notamment dans le nouveau Alpha 7R Mark V. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, Sony, comme tout le temps déjà, cherche à améliorer l'expérience utilisateur sur ses appareils photo et vidéo d'ailleurs. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, une bonne image, qu'elle soit photo ou vidéo, passe par une mise au point parfaite à l'endroit choisi. Et c'est vrai que on va faire tous nos efforts pour pouvoir travailler une puissance de calcul importante au sein de l'appareil et surtout des algorithmes pour la mise au point, justement pour pouvoir aller faire une mise au point de plus en plus rapide, de plus en plus précise et surtout à l'endroit exact où on souhaite faire la mise au point. Et on sait que quand c'est des animaux, quand c'est des humains, c'est souvent quand même les yeux. Et c'est pour ça que les ingénieurs chez Sony ont développé des algorithmes qui sont maintenant basés sur de l'intelligence artificielle. Alors aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est quand même du deep learning. Et grâce à cette puissance processeur et à ces algorithmes d'intelligence artificielle, on va pouvoir détecter, reconnaître, notamment sur la partie humain, le corps entier de l'humain. C'est l'innovation qu'on a annoncée sur l'Alpha 7 R5. Et donc, on va pouvoir reconnaître exactement le haut du corps, le bas du corps, chaque membre, donc la position de la tête, du visage et donc la position des yeux. Alors, la notion d'intelligence artificielle, elle n'est pas si simple à comprendre que ça. Donc, le niveau aujourd'hui de l'intelligence artificielle, c'est plutôt ce qu'on appelle du deep learning, c'est-à-dire c'est un algorithme qu'on a préparé à l'avance, qui a appris avec une énorme base de données à avoir des points de reconnaissance et des points de détection. C'est un algorithme qui effectivement est conçu en amont et intégré dans les boîtiers, ce qui a effectivement un énorme avantage, c'est que son comportement sera extrêmement stable. Et donc le photographe, qui reste quand même le maître du boîtier, le maître de l'endroit où on fait la mise au point, va pouvoir très facilement utiliser, apprivoiser cet algorithme et profiter de toute sa puissance. Ce qui est important effectivement de comprendre, c'est que les algorithmes à intelligence artificielle et notamment accompagnés de puces électroniques dédiées pour ça, ce qui est le cas dans l'Alpha 7R5,
vont permettre d'ouvrir la détection à beaucoup plus de sujets. Ce n'est pas simplement une reconnaissance de forme géométrique, c'est carrément une reconnaissance de la calandre ou du profil d'une voiture, d'un avion, d'un insecte avec ses ailes, sa tête, ses yeux, d'un animal, est-ce qu'il est orienté vers l'avant, vers l'arrière, et du corps humain, bien sûr, dans sa dynamique de mouvement. Donc l'algorithme intelligence artificielle et la grosse capacité d'apprentissage va permettre justement une extension, mais monumentale, de sujets et de reconnaissance, de détection et de suivi, pour une finalité qui est bien entendu d'avoir le plus de photos nettes au bon endroit, le plus de photos réussies. On sera plus surpris à l'avenir d'avoir des photos floues que d'avoir des photos nettes. Il explique bien les choses, hein, Fabrice. C'est pas le premier à qui on demande un peu des détails sur ces technologies d'intelligence artificielle. Et je trouve qu'il donne une explication qui, moi, me convainc déjà un petit peu plus. Ronnie, est-ce qu'il y a des technos qui ont vu le jour en 2022 et qui t'ont un peu hypé, qui t'ont un peu marqué? Il est certain qu'aujourd'hui, ce dont on vient de parler, c'est peut-être ce qui est le plus marquant. Parce qu'effectivement, quand on voit les boîtiers qui sont arrivés, que ce soit sur le R3, que ce soit le Canon, que ce soit sur le 7R5 ici, que ce soit sur encore d'autres boîtiers, même le Nikon Z9 qui continue aussi à évoluer, Fabrice le disait très bien, les gens cherchent, et un peu du coup en contre-pied de ce qu'on a dit juste avant. C'est l'extrême Exactement, opposé, c'est l'opposé. Ils cherchent à avoir le maximum d'images nettes, et effectivement, l'image floue va devenir quasiment impossible quand on écoute ce qu'il raconte et quand on le voit. Et c'est vrai que nous, on a les retours d'utilisateurs. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand on commence à mettre ce genre de budget dans des produits, les gens vont par exemple faire des safaris, tu parlais de Tony tout à l'heure ou d'autres, et quand ils reviennent et que les gars te disent j'ai fait 2000 photos, 3000 photos, 4000 photos, j'ai quasiment zéro flou, d'un côté, c'est mis au service de l'utilisateur, puisque du coup, il va pouvoir ramener le souvenir comme il veut, l'instantanéité comme il voulait la saisir, et ça, c'est quand même aussi le but de l'image. T'en as pensé quoi, toi, qui as eu la 7R5 en main, Louis? Alors moi, j'ai eu la 7R5 effectivement en main assez longuement avant son annonce, sa sortie. Alors comme souvent avec les boîtiers Sony nouvelle génération, c'est toujours assez bluffant l'autofocus. Effectivement, quand il y a des photos floues, c'est la faute vraiment du photographe plus que de l'appareil qui fait presque pas d'erreur. Et là encore, ils ont vraiment step up, ils ont vraiment pris un palier supplémentaire avec des reconnaissances toujours plus poussées. La reconnaissance des insectes, c'est un gimmick, c'est anecdotique, mais ça marche, ça? T'as eu l'occasion? Ça marche assez bien. J'ai essayé. Alors, un mode papillon, quoi. Les papillons, j'ai fait un peu. Après, je l'ai essayé octobre, tu vois, donc c'était pas non plus la saison des insectes en Floride. J'étais au salon de la photo, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait un petit stand avec une ruche et des abeilles. Pourquoi pas, hein, et ça marche, hein, ça fonctionne assez bien, c'est assez intéressant. Pour ceux qui aimeront photographier des insectes, ça sera vraiment, vraiment pertinent. Il reconnaît très bien les voitures, il reconnaît tous les types d'engins qui bougent. Et d'autres appareils le faisaient déjà. Là, celui de Sony, je le fais encore mieux. Il le fait encore plus vite. Et il le fait aussi avec un capteur qui est quand même de 60 mégapixels. Donc, qui est ultra défini. Et souvent, les capteurs comme ça, même chez Sony, qui a lancé un peu la mode, c'était quand même le parent pauvre, l'autofocus. Ça marchait bien, mais ça marchait pas aussi bien que sur des A7 III, A7 IV ou A9 II. Et là, ça marche mieux qu'ailleurs. Alors, faut faire attention aux photos un peu déformées avec le rolling shutter, mais c'est quand même vachement impressionnant pour un boîtier de ce type de faire des photos. Enfin, tu fais des après voilà, presque si t'as trop de photos nettes, si tu reviens d'un safari où t'as 3000 photos, du coup t'as 2950 photos qui sont toutes bonnes. Moi je préférerais presque avoir que 50 nettes, moi je suis sûr que les garder celles-ci. Le choix serait plus simple, c'est certain. Voilà. Alors parmi les autres tendances un peu qui ont émergé sur cette année 2022, on en a déjà parlé plusieurs fois, Benjamin, à ces micros, le retour en quelque sorte de la PSC avec Canon qui a lancé deux boîtiers, le R7, le R10 et le nouveau Fujifilm X-T5 qui apporte en plus l'ultra haute définition, 40 millions de pixels sur ce type de capteur. On peut noter aussi l'arrivée de boîtiers professionnels, donc le Z9 chez Nikon, le R3 chez Canon, mais il y a quand même des petites frustrations, des petites choses qu'on avait senties à la fin de l'année dernière et qui n'ont pas vu le jour. On s'était dit qu'on allait voir arriver les premiers 100 millions de pixels en 24-36 en 2022. Bon, ça, pas encore. On s'était dit que la 8K allait devenir la norme en vidéo. Pas encore. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça qu'on a mal pressenti? Je sais pas si c'est à toi, moi je pense que moi le 100 millions de pixels sur la 7R5, moi je le voyais venir. Je me dis tiens, allez quand même. Bon, il y a des rumeurs, il y a pas de rumeurs. On est mauvais quand même. On est mauvais. On se dit seulement 60. Après, c'est la logique de Sony. Ils renouvellent a priori les capteurs que toutes les 2 générations. Donc, à la 3e génération, c'est renouvelé. Donc du coup, c'était logique qu'il y ait 60 mégapixels. Mais bon, je pense que du 100, il y en a dans les tuyaux, quoi, voire plus. Non, puis en fait, tu l'as très bien argumenté juste avant.
ils vont exploiter encore mieux leur superbe capteur de 60 millions de pixels qu'il y avait sur la 7R4 avec des processeurs plus puissants, etc. Un AF amélioré, donc déjà améliorer la base, c'est plutôt une bonne chose. Est-ce qu'on a vraiment besoin de 100 millions pour l'instant en plein format? Pas forcément. On en parlera tout à l'heure, il y a des très bons moyens format qui font le job. Et juste, moi, j'aimerais quand même, on parle des nouvelles techno de l'année, etc. Le Z9 est le premier hybride sans obturation mécanique. Et ça, c'est une vraie nouveauté aussi. Et je trouve que pour la longévité du matériel, enfin on verra hein, sur la durée ce que ça va donner, mais c'est quand même un truc en moins dont il faut se préoccuper. Donc je pense que ça mérite aussi d'être signalé. Après, c'est vrai que sur la partie 100 millions de pixels, moi, c'était peut-être le R1, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler. On l'attend celui-là. Voilà, le boîtier Canon Pro avec beaucoup plus de définition qu'on aurait pu voir arriver effectivement un peu comme ça en fin d'année, plus que le R5 où effectivement, on aurait imaginé plus facilement de garder le capteur comme tu le disais, parce qu'on voit à peu près qu'il change tous les 2 ans et demi, donc on n'y était pas encore. Mais voilà, le R1, ou en tout cas un boîtier avec beaucoup de pixels comme ça en full frame pro, il y a une attente en tout cas au niveau des consommateurs. Mais d'ici les JO de 2024, on peut certainement. Après, le R1, ça sera du sport, et comme l'Alpha One chez Sony, je pense qu'ils vont pas dépasser les 50 et quelques, parce que justement après, si tu dois envoyer 10 000 photos à l'AFP ou à la site presse ou je sais pas quoi. C'est un R1 et un R1S. Ouais. Mais tu vois, il faisait le 1D. Limité à 24 sur le R3 pour l'instant. Oui, mais il faisait le 1D et le 1DS Mark III sur les réflexes à l'époque, avec ce côté un peu pro, et puis le boîtier plus défini pour tout du studio et l'autre plus réactif. Et c'est vrai que moi, c'est vers ça un petit peu que j'imagine la tendance aller, quoi. Bon, on verra bien. Alors, nous avons décidé d'organiser notre sélection en fonction des différentes tailles de capteurs qui existent sur le marché. On parle évidemment que d'appareils objectifs interchangeables. Donc, on a le micro 4 tiers, le format APS-C, le 24-36 mm et le moyen format. Et dans chaque catégorie, nos 2 invités, et toi aussi, Benjamin d'ailleurs, vous allez nous proposer 1 ou 2 appareils chez les différents constructeurs d'hybrides présents sur cette taille. La première question, en tout cas, à se poser avant d'attaquer, évidemment, celle du prix d'achat du matos, que ce soit neuf ou d'occasion, et peut-être aussi de la rétrocompatibilité optique. Ronny, pour avoir une idée, c'est quoi un budget cool pour se lancer dans la photo avec un hybride quand on vient du smartphone? Est-ce qu'il y a des budgets cool en photo encore d'ailleurs? Ouais, raisonnable, on va dire. Alors, les cool, raisonnable, tout ça, en fait, c'est toujours la première question et la vraie question. Et malheureusement, je pense qu'il n'y a pas une seule réponse dans la mesure où ça dépend de la personne qui est en face de vous. Ce qui est certain, c'est que c'est sûr que si aujourd'hui il n'y a pas de limite, bon, on peut s'amuser, on le fera tout à l'heure, et c'est vrai que c'est magnifique. À partir du moment où on réfléchit à un premier investissement, soit un jeune, soit quelqu'un qui veut se lancer ou upgrade un peu par rapport à un smartphone, comme tu le disais, aujourd'hui, c'est un petit peu le marché aussi et la tendance qui guide la réponse que je vais donner, parce que en réalité, quand on regarde, hormis à prendre des fins de série ou de l'occasion, tu le disais, où les prix vont bien chuter, sinon, on va difficilement trouver des tarifs à moins de 650-700 € avec une optique de base, et si on veut un kit un peu plus confirmé, plutôt entre 900 et 1000. Voilà. Ok. Et plus pour du micro 4 tiers. Micro 4 tiers ou début d'APS-C, tu as raison. Voire réflexe APS-C, parce qu'hybride APS-C un peu polyvalent, on tape sur les 1000 sans optique. On va être, après c'est vrai que maintenant avec le Z30 par exemple, alors il n'y a pas de viseur, il y a d'autres contraintes, je suis d'accord, mais on peut commencer à y arriver. Maintenant, c'est toujours pareil, c'est une question de besoin, c'est une question de demande, c'est une question d'optique, parce que c'est vrai que là, dans ta question et dans la façon dont on va étudier les différents produits, on se concentre sur le capteur. Évidemment, c'est très important. C'est la semaine prochaine, les optiques. Alors, je vais te faire un teasing, mais les gens qui aujourd'hui viennent en magasin, moi, j'ai quand même tendance à leur donner une réponse, et vous serez ou pas d'accord avec moi, mais on a la chance d'avoir dans le marché tellement de types de produits différents et de qualité au niveau des boîtiers. À un moment donné, c'est presque plus le boîtier qui va faire le choix, mais c'est plus l'optique. C'est-à-dire qu'on va dire, tiens, moi aujourd'hui, je veux une optique fixe ou je veux un zoom polyvalent. Ok, qu'est-ce qui existe chez qui? Et je choisis mon boîtier en deuxième. Et c'est une démarche qu'on voit beaucoup. Mais c'est pour ça que Arthur citait la rétrocompatibilité avec les optiques, puisque c'est une question fondamentale quand on a déjà un parc optique. Ce qui est drôle, par contre, alors c'est sûr, les questions sont orientées, c'est qu'on élimine d'emblée tout ce qui est compact expert et compagnie. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est presque un marché qui est fini parce qu'il y en a encore, il y a des modèles, et il y a des modèles intéressants. Je vais te laisser FH2 mon opinion, mais je te dirais. Au niveau des compacts, c'est compliqué. Les compacts d'entrée de gamme. Les compacts experts, il y a encore au moins 2 modèles qui sont quand même assez intéressants.
3. Moi, j'en ai 4. Mais... Ouais, moi, je partais sur plutôt principalement les KQ2 et le Fujifilm X105, X100V. Introuvable. D'ailleurs, qui sont Ronnie, t'en as, toi, à vendre des X100V et qui ont pris 300 € depuis leur prix de lancement il y a quelques années. Moi, j'en ai un. Mais qui restent des boîtiers très très intéressants, justement, quand tu veux un peu changer du smartphone. Mais après, tu te concentres d'une focale fixe, mais ça reste assez intéressant. Mais c'est vrai que c'est un marché ultra niche. Après, moi, ceux qui ont un pouce, les G5X Mark II, les ou le RX107. Voilà, je rajouterais RX100 6 ou 7 avec un peu plus, une appétence un peu plus vidéo, mais c'est aussi des demandes. On voit qu'il y a des gens qui n'ont pas envie, ne serait-ce que pour le volume, parce que quand tu veux un objectif avec un petit zoom quand même, on avait, tu avais raison. Tout le monde ne veut pas changer d'optique. Voilà, on avait ce compact TZ un peu comme Panasonic les avait lancés à l'époque, et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un petit peu en perte de vitesse, mais avoir un zoom restreint ou une focale fixe, c'est pas forcément la volonté de tout le monde. Et du coup, le RX106 aujourd'hui, c'est un produit qui, dans la gamme des experts, fait un peu référence. Et c'est peut-être l'un des seuls avec les focales fixes que tu as cité. Je rajouterais peut-être le GR3 ou 3X chez Ricoh, qui sont plus accessibles. Un peu plus accessibles, pas de viseur, mais en mode point and shoot, comme on dit, c'est très bien. Voilà. Il y a Sony qui a lancé quand même le ZV1F, là, l'espèce de ZV1 redessiné avec une focale fixe, qui est bon, il a les limites de ses qualités, il est intéressant pour certains usages, notamment en vlog, mais ça reste, je crois, c'est l'appareil photo le moins cher lancé en vlog ou tu dis vlog, toi? Moi, je dis vlog. Ouais, ok. C'est l'appareil photo le moins cher lancé en 2022, voire en 2021, voire en 2020. Ça fait longtemps. Alors bon, est-ce que par rapport à un smartphone, tu as vraiment une grosse différence avec ça pour juste de la vidéo? Poser la question, c'est y répondre à moitié quand même. Oui, voilà. Bon, je fais juste une petite aparté, même si c'est pas vraiment le sujet de l'émission. On en parlera longuement l'année prochaine. Mais bon, voilà, il faut rappeler quelque chose au niveau des optiques. Donc déjà, c'est la rétrocompatibilité pour les personnes qui ont déjà du matériel réflexe en monture Canon EF ou en monture Nikon F. On peut tout à fait, en utilisant une bague d'adaptation, exploiter pleinement ces objectifs sur des hybrides en monture Canon RF et en monture Nikon Z. Niveau optique, on a vu pas mal de choses arriver aussi, notamment en monture Fujifilm X, avec l'arrivée fracassante, si je puis dire, de Sigma et Tamron, avec une offre d'objectifs hyper intéressant sur cette montique-là. Tamron qui va même encore plus loin, il a lancé récemment le premier objectif monture Z de chez Nikon. Je pense que voilà, c'est le signe qu'il y en a d'autres qui vont suivre. Il faut espérer. C'est fort probable. Et puis voilà, tout l'enjeu de toutes ces marques, c'est encore le développement de ces nouvelles optiques, avec Sony qui a toujours un wagon d'avance, qu'on est déjà à développer les versions 2 de ces objectifs, quand les autres encore ont une gamme... Allez, ils sont de plus en plus complètes, mais pas encore complètement complètes. Voilà, je ferme cette parenthèse sur les optiques et on rentre dans le vif du sujet avec les premières sélections des meilleurs hybrides 2022 équipés de capteurs micro 4 tiers. Alors là, c'est relativement simple. On a 2 constructeurs qui sont présents sur ce créneau-là, Lumix et OM System. Alors, je vais commencer avec toi, Louis. Selon toi, quel est le meilleur rapport qualité-prix en 2022 en micro 4 tiers? Alors, en micro 4 tiers, en 2022, je vais remonter un petit peu le temps et j'ai proposé, je pense, encore et toujours le résistant Panasonic Lumix G9, qui a quand même qui a quelques années, mais qui est maintenant passé sous les 1000 €, sous les 800 €. Enfin, j'ai vu des Black Friday à 750, je crois, qui a pas le meilleur autofocus du marché, mais qui a quand même une prise en main assez pro, quand même, qui est vachement performant, qui a une rafale qui grimpe à des sommets assez stratosphériques, qui a un boîtier à la limite pour faire du sport, pour de la vidéo, parce qu'en vidéo il est assez proche du Panasonic GH5, mine de rien, qui était quand même au fil des mises à jour. C'est ça, voilà. T'as du très bon niveau. Donc moi, quand les gens veulent du micro 4 tiers, veulent pas trop se ruiner, je leur dis le G9, alors il est pas tout jeune, il a peut-être 4 ans, peut-être 5 ans, mais globalement il tient encore largement la route. Et il y a une offre d'optique justement compatible avec Panasonic et Olympus / OM System qui est assez impressionnante. Donc, aussi plein d'autres constructeurs. Oui, mais en natif, tu vois. Si tu veux. Et il a un petit écran LCD sur le dessus. C'est ça, qui fait aussi. Un peu pro. Là, il est un des rares hybrides à avoir ça et je trouve ça pas mal. Je crois que c'est peut-être un des deux. Non, je crois que c'est le seul micro 4 tiers peut-être à l'avoir. En micro 4 tiers, c'est le seul. Ouais, je crois. Ouais. Et parmi les hybrides, sur le haut de gamme de OM System, il n'y a pas un écran Non, je crois pas sur l'OM1. Sur l'OM1, non. Non, ouais. EM1X et OM1, non. Non plus, ouais. Par contre, ce qui est
Bon, alors, le petit truc, c'est une feature, c'est qu'il a un déclencheur qui est ultra Très sensible. sensible. Alors vraiment, c'est Ah vraiment celui du marché, le déclencheur le plus sensible du marché. Il faut vraiment faire attention parce que vous C'est vrai. l'effleurez, vous avez déjà pris 30 images sans le savoir. T'as raison. Donc faut le prendre en compte quand vous l'achetez. C'est pas un bug, Faut c'est l'adopter, qu'il quoi. il est foutu comme C'est ça. ça. Hein, mais bon, Ok. moi je pense que c'est toujours un très bon rapport qualité-prix malgré les années. Ronnie, le top of the top en micro 4 tiers. Bah, j'ai eu un peu l'herbe coupée sous le pied parce que c'est vrai qu'aujourd'hui. Ah, mais t'as le droit de dire le G9 aussi si tu penses que c'est ça. On va essayer d'amener quelque chose un petit peu en plus. C'est vrai que le G9, je partage toute l'analyse. Après, à la limite, pour en revenir toujours à notre histoire de choix d'optique compatible pour aller avec, nous aujourd'hui, on propose, et c'est notre début de gamme, un package sur le GX9, le petit frère un peu plus compact. Alors, effectivement, on n'est pas dans la même gamme, mais il y a un package avec un 1440 très polyvalent et on met un 25 mm 1.7 pour avoir une focale fixe. Le tout, on est à moins de 1 000 €. Et pour le coup, C'est pas mal. pour ce que je disais démarrer tout à l'heure, c'est qu'on va peut-être pas choisir pour le boîtier, mais par contre, quand on veut découvrir l'image, avoir un 1440 pour toucher à tout, plus une focale fixe 25-1.7, bah, ça permet après de se faire un choix et éventuellement, compte tenu du tarif, pouvoir dans un second temps upgrader le boîtier. Ouais, moi, à moins de 1 000 € aussi, je citerai le G90. Alors, on est Ouais. toujours chez Lumix, mais le G90 qui est un petit peu plus récent que le G9. Mais pour débuter, moins de 1 000 €, il y a des kits qui sont vraiment intéressants ouais. avec le 1260 1260. qui fait un 24-120. Parfois un petit micro pour ceux qui font de la vidéo. Et c'est pas mal du tout. On retrouve la plupart des attributs du G9, la construction en moins, la qualité du viseur en moins aussi, l'ergonomie en moins. Mais bon, il faut bien qu'il y ait des moins, c'est logique, Évidemment. il est en dessous dans les gammes. D'ailleurs, Benjamin, le meilleur micro 4 tiers pour la vidéo, j'imagine qu'il n'y a pas trop débat là, hein, pour le coup. Bah, ça dépend. Parce qu'en Ah, fait, l'OM1 s'il y a est très débat. surprenant. Je trouve que moi, je dirais que l'OM1 rebat un petit peu les cartes quand même, surtout au niveau de l'autofocus. Après, oui, le GH6, c'est le cas d'or parce qu'il fait un petit peu tout en illimité. On a fait une émission spéciale sur ça. Il le mérite. Moi, je citerai le GH5, qui est un boîtier que j'aime énormément, qu'on peut conseiller à beaucoup de gens dans les écoles de cinéma. La première version ou la seconde? Parce qu'il y en a eu deux. Hein, Il y a une version sans stab, en fait. La première version, elle est très bien. Il y a le GH5S qui est effectivement sans stab et qui a une sensible. définition beaucoup inférieure pour optimiser les basses lumières. C'est pas tellement celui-là que je recommanderais, mais le GH5 première version, c'est un superbe appareil pour débuter. Pareil, aux alentours de 1 000 €, on peut trouver des offres, des kits, et c'est très très intéressant. Et le GH6, bien sûr, tu l'as cité avec les offres en début d'émission, ça reste un appareil très très intéressant. Après, le GH6, il peut faire peur aux débutants qui veulent faire un peu de la vidéo parce que le GH6, il est quand même, c'est Panasonic, il y a tout ce que tu veux en vidéo, il y a de l'anamorphique, il y a du RAW, tu vois là, tu as du ProRes, tu as un peu tout. C'est vrai que l'OM1 d'Olympus, qui a peut-être un autofocus un peu plus performant, même si le GH6 c'est quand même bien amélioré, il reste plus accessible peut-être. Tu as seulement de la 4K DCI, mais c'est quand même pas mal, tu vois, et t'es tout en illimité aussi, et le résultat est très propre. La définition est un peu inférieure, ce qui fait qu'en basse lume, peut-être que tu vas t'en sortir un petit peu mieux que sur le GH6. Il y a des profils flats, il y a c'est des ça, il y a un peu tout. Il y a tout ce qu'il faut. Après, c'est vrai qu'avec le GH6, les différentes options, notamment au niveau des codecs que tu as cités, forcément, en fait, les gens à qui ça va parler et qui vont rechercher ça, ils vont aller vers le GH6 naturellement. Bon, parce que c'est vrai que Panasonic a un certain historique aussi, les caractéristiques sont là, et effectivement, peut-être que pour faire de la vidéo, d'autres peuvent y répondre, on le disait, pour faire du cinéma, du clip, du court-métrage, des choses comme ça, forcément, derrière, le GH6 va trouver des options qu'on n'aura pas ailleurs, et naturellement, il deviendra le référent. Mais voilà, après, ça dépend encore une fois de ce qu'on va en faire. Bon. Le plus performant des micro 4 tiers qui existent, c'est quoi? Bon, alors on l'a cité depuis tout à l'heure, je pense que c'est clairement l'OM System OM1, de toute Le façon, OM1, là, qui je suis d'accord. est un peu... Alors, il a toujours le capteur qui est toujours un peu à la traîne, hein, mais il est un capteur empilé, stacked, hein, comme on disait, donc il est bon pour le sport, il est bon pour l'animalier, il a une rafale du 50-60 images secondes avec suivi, 100, 120, sans suivi, enfin, c'est un mode pré-déclenchement aussi qui te permet de jamais louper ta cible. Donc voilà, et de tout dans un emballage assez connu chez Olympus OM System. Ouais, je crois qu'à ce niveau-là, c'est le plus polyvalent, c'est le plus performant, de toute façon, l'OM1, je pense. Et c'est logique, c'est le plus récent aussi. Le G9, on l'a dit, il commence à accuser le poids des années et de son autofocus, hein, qui est loin d'être parfait. On rêve un petit peu. Moi, j'aimerais bien voir un G9 Mark II avec de la détection de phase, par exemple. En 2023, ce serait... Je crois que c'est pas l'axe de développement de Panasonic pour le micro 4. Bah non, pas forcément. Non, on en voit de moins en moins. Ils sont à fond sur le plein format, voilà. Mais c'est dommage parce que le G9, je trouve qu'il y a un public pour. Tu en as très bien parlé tout à l'heure. Pour les gens qui baroudent un petit peu, qui ont besoin d'un système compact, c'est vachement bien. Mais du coup, il y a l'OM1. Mais après, justement, c'est vrai que, et à la limite, tu vois, j'ai de servir une transition que tu m'as pas demandé, mais
Et ça sera vrai entre chaque catégorie. Quand tu arrives au niveau de gamme d'un EM1, la question qui va réellement se poser, c'est, tu as cité des choses comme de la rafale à 60 images secondes, des niveaux de fabrication, de performance qui sont exceptionnels, et évidemment, c'est le cas. Maintenant, est-ce que c'est nécessaire pour tout le monde ? Pas forcément. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'il vaut mieux aller chercher un OM1 avec les performances qu'il a, ou est-ce qu'il vaut mieux pas se dire j'upgrade sur un capteur plus grand, d'où ma transition, c'est gratuit, je te remercie. Voilà, APS-C, et dire peut-être ok, c'est pas trop pixelisé, mais j'en ai pas besoin. Ok, il n'y a pas 60 images secondes, mais s'il n'y en a que 10 ou 12, ça me suffit. Et c'est ça l'éternel débat, et c'est justement la question. Je suis complètement d'accord avec toi. Maintenant, je rappelle juste quand même que l'un des atouts majeurs du système c'est la petitesse des optiques, c'est le poids et l'encombrement. Et ça, malheureusement, on a beau monter autant qu'on veut dans les tailles de capteurs et dans les prix, ça va pas en s'arrangeant. C'est le poids et l'encombrement des optiques. Parce que le GH6, c'est quand même un sacré morceau. Et c'est pour ça que qu'il faut considérer le GH5. Et puis dans tout ce qu'on dit, et par rapport à ce que tu dis sur les performances, il n'y a pas que les performances, il y a aussi les coups de cœur. On peut avoir un coup de cœur pour un boîtier. Alors tiens, voilà, justement, rapidement pour terminer sur le micro 4 tiers. Coup de cœur. Un coup de cœur micro 4 tiers. Alors, c'est clairement pas la format de capteur que j'utilise le plus, mais moi, très, très clairement, le G9 depuis des années. Moi, ça reste mon coup de cœur. Je radote, mais voilà. Quoi. Benjamin. Moi, je citerai pas un hybride, je citerai le LX102, qui est un appareil coup de cœur que j'ai pris plaisir à utiliser, mais qui m'a frustré beaucoup. Et j'aurais aimé qu'il y ait un successeur, mais je pense pas qu'il y en ait, parce que ça fait trop longtemps qu'ils l'ont pas changé finalement. Mais son zoom 24-75 ultra lumineux, f1.7 de 8, le capteur 4 tiers, la stab, la bague de diaph, c'est une sorte de X100 de Fuji, mais à la sauce Lumix, que je trouvais excellent. Ils auraient mis un écran orientable, un meilleur viseur. Il y avait un super boîtier. Ronnie. GH6. GH6, parce que voilà, photo, vidéo. GH6, j'ai toujours bien aimé la série GH, donc je garde le cap. Bon, et puisque moi, personne ne me pose la question, c'est l'Olympus P9. Parce qu'on la connaît. Ça n'a pas changé depuis l'année dernière. Je commence à lire par-ci par-là des potentielles petites rumeurs comme quoi OM System réfléchirait à la possibilité peut-être un jour, on ne sait pas, de donner une suite à ce boîtier-là. En tout cas... Ça serait le même avec un 10 derrière, un peu comme je m'en fous. Avec un OM System à la ce serait place très bien. Ce serait déjà très très bien. Voilà. Bon, on clôt la partie micro 4 tiers et on attaque un peu plus grand. L'APS-C, là ça a bougé cette année, c'est un peu the place to be en ce moment, l'APS-C. Donc Fujifilm, on l'a dit, avec le X-T5, toute la série des XH2, hein, c'est ça, XH2, XH2S. Nikon évidemment, Sony toujours, même s'il n'y a pas des grosses nouveautés, ils sont quand même présents. Et Canon, R7, R10, on en a déjà parlé, donc on y va. Ronnie, c'est pour toi la première, le meilleur rapport qualité-prix en APS-C en 2022. XS10. XS10, c'est pas forcément celui que vous trouverez le plus facilement si vous écoutez cette émission, parce que c'est un peu délicat, mais capteur stabilisé, une belle prise en main, on a quand même des caractéristiques autofocus plutôt très très bonnes. Les packs proposés avec les optiques 18-55 ou 16-80 sont très intéressants, donc pour moi, si c'est rapport qualité-prix, XS10. Pas mieux pour moi. Et ça vaut combien du coup quand on le trouve? Ça va varier entre 1000 et 1300 euros à peu près en fonction de l'optique ou du nu, quoi. Après, c'est vrai que tu citais les optiques Sigma ou Tamron tout à l'heure en complément avec un boîtier nu. On peut faire des kits très sympas. Voilà, entre 1000 et 1005, on va dire, si j'élargis un petit peu le choix d'optique. Moi, d'abord, j'avais le XS10 en backup, effectivement, parce qu'à moins de 1000 euros stabilisé, t'en as pas, en fait, du coup, c'est le seul. Et c'est un mini XT4 au final, avec un design un peu différent, un peu plus urbain. Sinon, après, un beau rapport qualité-prix, on l'a parlé tout à l'heure, ça reste le R7, qu'on met toujours un peu en avant, qui a sorti la relève du 7D Mark II assez bien. Qui est vraiment un bon boîtier, qui a toujours un peu ce design Canon qui est pas toujours le plus élégant pour tout le monde, mais qui est tellement efficace. Tu l'allumes, le R7, il marche bien, il accroche les yeux tout de suite, tout marche bien en fait chez Canon. C'est ça qui est bien, c'est que tu te poses pas la question. Par contre, évidemment, c'est le cas des. Moi, on m'avait dit quand je l'avais opposé au XT4, oui, vous comprenez, chez Canon en RF, APS-C, il y a pas d'optique, patati patata. C'est vrai, il y a pas beaucoup d'optique APS-C. T'as plus d'optique à plein format, mais ça coûte cher. Par contre, ils ont la bonne idée de faire comme ils avaient fait au lancement du R5, R6, c'est de le vendre avec une bague. Et là, les optiques EF, t'en as tout un peu à ta caisse. Pas beaucoup en APS-C, mine de rien, mais t'as quand même un sacré choix pour te faire plaisir. Et les gens qui ont des optiques EF chez eux qui traînent, il y en a quand même pas mal. Donc si t'as
1500 € à mettre, un R7, c'est un bon deal, hein, je pense. Oui, c'est un bon deal. Alors attention avec la bague, lors de l'émission qu'on a consacrée au R7, donc les voix de Canon France, notamment Rock, fini. a indiqué que c'était terminé. Voilà. Ouais, c'est ça. Il y a pas quelques reliquats qui traînent peut-être. C'est pas c'est-à-dire que de moins en moins. Ouais. A priori. On ne sait pas très exactement quand est-ce qu'on les aura plus. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on ne précise plus pour les gens qui commandent parce que malheureusement, la disponibilité, un petit peu comme le XS10, de toute façon, je vais radoter là-dessus, mais la disponibilité est un peu délicate. Donc, on ne précise plus que la bague est offerte. Après, on a encore des reliquats de commande à livrer pour certains assez anciens. Donc, normalement, on a la garantie qu'encore un petit peu, on les aurait. Après, pour l'instant, si tu commandes aujourd'hui un R7 ou si tu vas l'acheter parce que tu en magasin, c'est pas sûr qu'il y a la bague. Voilà. Ok. Le top of the top en APS-C en 2022. Ah bah alors chez Fuji Sans qui a frappé un surprise. très grand coup chez le XH2S avec son capteur stack, ses définitions vidéo en veux-tu en voilà, avec son petit frère XH2 qui a un capteur non stack mais de 40 mégapixels qui fait vraiment bien le taf quand même. Là les deux, la doublette Fuji, c'est vraiment du très très haut niveau. Ça surprend un peu par son positionnement tarifaire pour de la PSC parce que quand même on taquine un peu des prix du plein format, même on les dépasse assez largement par moment. T'es au niveau d'un A7 IV quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et alors c'est pas tout à fait les mêmes produits, c'est pas tout à fait la même utilisation. Le XH2S il est là pour embêter des Z9, il est là pour embêter des R3 et compagnie. Mais bon voilà, Fuji a essayé de dire on monte les manches et ouais, on arrive à monter bien en gamme. Et c'est pas surprenant, c'est normal qu'il gagne la palme de la PSC cette année parce que c'est très très fort quoi. Mais je crois que c'est le meilleur boîtier APS-C réflexe hybride compris que j'ai eu à tester depuis le D500 de Nikon globalement. Ouais. Et enfin, j'ai trouvé au niveau de l'ergonomie, la qualité de construction. Donc, et moi j'ai mis le XH2S même devant le XH2, mais pour ça c'est simplement perso quoi. En ergonomie c'est des clones, c'est la même chose. Voilà. C'est ça, donc après c'est une question de définition. C'est ça voilà. Donc voilà. Et en parlant d'ergonomie, il y a un petit afficheur aussi sur le dessus. Sur la série XH, effectivement. Ouais. Et en vidéo, ça a du sens de faire de la PSC en vidéo? J'ai cru comprendre qu'il y avait des produits exclusivement conçus pour ça. Alors, exclusivement, quand on regarde, il y en a qui ont clairement au niveau des caractéristiques, on nous guide en nous disant allez faire de la vidéo, allez faire de la vidéo, allez faire de la vidéo. Après, aujourd'hui, alors, on est à la limite, ce que je vais dire, entre un appareil photo et une caméra. Oui. Mais la FX30 de chez Sony, pour faire que de la vidéo, c'est compliqué. redoutable. C'est compliqué de faire mieux. Entre les caractéristiques, l'ergonomie, la prise en main, la poignée, pour l'option, ceux qui veulent prendre avec la poignée, puis le tarif, et puis là encore, tu as le parc optique en Sony, en Sigma, en Tamron. Clairement, c'est un super succès. Elle était pas, on la voyait pas arriver. Elle est arrivée comme ça un petit peu en dernière minute. On pouvait se poser des questions parce que, comme pour le R7, à un moment donné, on se dit la PSC, est-ce que aujourd'hui on entend plein format partout? Est-ce que réellement il y a encore un impact? La réponse, elle est oui, clairement. Surtout qu'elle est mieux placée que la FX3. Qui est quand même plus cher que la 7S3 sans le viseur. Tu dis, c'est bizarre, c'est pour le ventilateur que je paye plus cher. La FX30, elle est vraiment très intéressante au niveau tarifaire. Après, je pense qu'au niveau fonction vidéo pure, le XH2S, il a quand même un niveau au-dessus, niveau codec, niveau ProRes, niveau ceci, niveau cela. Il n'a pas le ventilateur intégré, mais tu peux lui en acheter un si tu as envie. C'est pas juste pour faire de la vidéo. Je pense que au niveau polyvalence vidéo-photo, le XH2S est quand même un peu devant la FX30. Parce que Sony, ils segmentent tellement leur gamme qu'au final, des fois, ils brident un peu certains produits pour pas concurrencer d'autres marchés. Mais la FX30, c'est vrai que c'est très intéressant, quoi. C'est assez petit, mais c'est vraiment pour ceux qui veulent faire. Alors ça fait des photos, hein, évidemment, ça fait des photos et tout ça, mais c'est pour faire. C'est pas conçu pour ça. C'est pas conçu pour ça. Elle a pas d'obturateur mécanique non plus, elle, alors que la FX3, je crois qu'on avait un. Du coup, ils l'ont vraiment c'est le deuxième appareil sans obturation mécanique. Mais voilà, c'est juste pour faire de la vidéo pure et dure, quoi. Mais alors que le XH2S, tu peux un peu faire les deux, quoi. Mais il est un peu plus cher. Et à des tarifs plus raisonnables, moi je citerai le XT4 de Fuji, qui est aussi un appareil redoutable en vidéo, qui fait de la 4K, UHD, DCI, du slow-mo à 200 images secondes en système PAL. Enfin, c'est vraiment un super outil pour filmer. Bon, les coups de cœur pour clôturer cette partie APS-C. Plus que le XT4, moi je viens de finir de tester le XT5, qui est en fait un rebadge du XH2, mais un peu moins cher. Et avec l'ergonomie qu'on aime bien chez Fuji, avec les petites molettes et tout ça, qui marche honnêtement très très bien. Hein, c'est vraiment un plaisir à prendre en main, surtout qu'il est plus petit et plus léger. Et ça, on en parlait tout à l'heure, c'est important. Il est plus petit et plus léger que le XH2, qui est quand même assez costaud. Il est plus petit et plus léger que le XT4. En fait, à part l'écran sur rotule, il a plus l'écran sur rotule XT4, il reprend le design du XT3. Ouais. Donc tu le prends en main, c'est vraiment surprenant, quoi. Il est plus petit, plus fin, avec un petit 35 mm, un petit 50 mm, un 4. Et stabilisé par rapport au XT3 du coup. Voilà, et avec un capteur très défini, qui est le meilleur capteur sur la PSC.
Et il fait de la bonne vidéo, pas mal aussi. Alors par contre, il recadre un peu à tous les étages, donc tu feras prendre en compte quand tu prends une optique dessus, mais du coup, il compense vachement l'effet de rolling shutter que tu avais sur le XH2 qui lui recadrait pas. Ronnie. Malgré toutes les misères de livraison, Voilà. les coups de fil qu'on a pu avoir, les demandes. Non, On sent la souffrance. On sent que- c'est une bonne souffrance. La frustration. Voilà, de la frustration, c'est plutôt le bon mot. Monsieur, je n'en ai pas. Mais je dirais, bon, après, ouais, les Fuji sont exceptionnels, mais pour moi, le boîtier de ces 6 derniers mois, c'est le R7. Enfin, quand on voit le succès qu'il a pu avoir, l'attente autour et tout ce qui s'est passé, même ce côté un peu de non-sens, de ça arrive pas, quand est-ce que ça arrive, qui nous fait, enfin, oui, nous fait du mal, et aux utilisateurs potentiels aussi, mais c'est vraiment une belle machine. Bon. Benjamin. Bah, moi, je citerai le GR3. J'en parle souvent à ces micros, mais qui est un des boîtiers les plus imparfaits que je connais. Mais on est dans la catégorie des coups de cœur, donc on peut se passer de la perfection. C'est un boîtier que j'aime énormément, de par sa compacité, tout simplement, parce qu'il rentre dans une poche. Il y a un capteur APS-C, il y a du RAW DNG, et ça, trop peu d'appareils l'adoptent, et donc la qualité d'image est excellente. Alors après, il faut désactiver la stabilisation et plein d'autres choses parce que l'autonomie est assez dégueulasse, mais c'est un super outil. On fait des photos avec, on ne fait pas avec d'autres boîtiers. Est-ce qu'il y a du stock là-dessus du coup? Parce que Ricoh, Pentax, les ventes, on sait jamais ce que c'est. Ouais, Est-ce que GR3, GR3X. t'en achètes facilement ça, si t'en trouves? Ça va. Après, il peut y avoir des périodes pendant lesquelles c'est un peu plus compliqué, mais globalement, ça va. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une des alternatives, même si c'est pas pareil, à une série X100V qui est introuvable. Alors, il n'y a pas le viseur, tu le disais, il y a d'autres défauts, mais sans bon, on en a. Après, on choisit sa version 28-40 mm en fonction le 3, le 3X. Faut juste expliquer que Ricoh, c'est une marque qui fait de la photo aussi, quoi. Sinon, les Ouais. gens, ils sont Faut le perdus, rappeler. quoi. Faut le rappeler parfois. C'est vrai. Ou l'expliquer. Oui. Mais c'est- Ok. Ça marche. Bon, avant de traiter un peu la catégorie reine, hein, évidemment, avec les boîtiers équipés d'un capteur au format 24-36 mm, on va s'intéresser quelques petites minutes à une catégorie d'appareils tout simplement incontournable. Il s'agit évidemment des smartphones qui sont toujours dans notre poche et dont les performances en photo et en vidéo ne cessent d'évoluer. Alors pour nous aider, puisque nous ne sommes pas forcément les mieux placés pour parler de tout ça, peut-être toi Louis, Parle tu pour as... toi, ouais. Oui, toi tu as un avis Moi, je très, sors. très précis. Enfin bon, on a contacté Hervé Makusinski, le Image Science Director chez DxOMark, qui teste de manière extrêmement poussée tous les smartphones du marché. Nous lui avons demandé de nous donner le meilleur rapport qualité-prix, le plus performant et le meilleur pour un usage vidéo. On l'écoute. Alors, les 3 devices que la société DxOMark souhaitait mettre en valeur donc cette année sont alors le Pixel 7 pour l'aspect qualité-prix. C'est un très très bon smartphone qui fournit une qualité d'image quasiment au niveau des meilleurs pour un prix largement inférieur. Donc, très intéressant pour ceux qui vont avoir des limitations en termes de budget. Il faut savoir que la qualité photo est très similaire au Pixel 7 Pro. Donc quasiment parmi les meilleurs qu'on ait pu tester. La qualité vidéo est aussi au même niveau. Vous aurez quelques compromis à faire côté zoom, bokeh et preview, mais avec une qualité tout à fait satisfaisante et largement au-dessus de devices avec des prix parfois significativement au-dessus. Pour les gens qui peuvent se permettre des budgets beaucoup plus élevés, et d'un point de vue technologique, le Huawei Mate 50 Pro est un device très intéressant. C'est actuellement le meilleur device qu'on ait testé en photo et en vidéo. Il obtient le meilleur score overall. Il a le meilleur score en photo, le meilleur score en bokeh, le meilleur score quasiment en zoom. Il est très proche du meilleur score. C'est un device qui fournit donc pour la photographie une variable aperture utilisée de manière complètement automatisée qui va permettre en fait de faire ce que font n'importe quel bon photographe et donc de choisir la meilleure ouverture pour le contenu de la scène. Donc, des ouvertures potentiellement assez grandes dans le cas de portraits simples, mais des ouvertures qui vont se fermer progressivement si la scène devient de plus en plus complexe. Ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau, de très intéressant pour le futur au niveau photographique smartphone et qui tend encore un peu plus à rendre l'expérience photographique proche des utilisateurs de réflexes et DSLR. C'est le meilleur device du marché pour le moment. Alors attention à ne pas forcément acheter sans savoir que les services Google ne sont pas disponibles. Donc c'est un device
très intéressant pour la photo, pour le zoom, pour tous les aspects photographiques, mais qui peut s'avérer très compliqué en termes d'usage smartphone. Ensuite et pour finir, la vidéo. Alors la vidéo, c'est un sujet qui devient de plus en plus prégnant dans le monde du smartphone. La qualité évolue assez vite, la qualité évolue à tous les niveaux, mais en vidéo, on voit des choses arriver qui sont vraiment intéressantes. Et la marque qui fait vraiment évoluer les choses depuis maintenant 2-3 ans, c'est quand même Apple. Et l'iPhone 14 Pro continue dans la même veine. C'est le meilleur device pour la vidéo donc sur notre classement. Cette marque fournit donc une très, très bonne qualité, que ce soit en termes d'exposition, de couleurs. L'autofocus est assez redoutable et ce sont aussi des devices qui sont très avancés en termes de capacité de rendu HDR. Donc vous pouvez maintenant vraiment bénéficier de la capture, mais aussi du rendu. C'est-à-dire que sur votre écran HDR de smartphone, vous aurez aussi une très bonne capacité de visualisation, ce qui est assez unique par rapport au reste de la compétition. Ronnie, toi qui es au contact quotidien avec les photographes et les vidéastes, c'est un sujet vraiment, les performances de leur smartphone là-dessus ou pas? Oui, complètement. Alors après, les photographes ou les vidéastes, ils vont trouver une application particulière, on va dire, souvent complémentaire. Après, ce qui est un sujet surtout, et je pense que ça serait une folie de l'éluder, c'est que aujourd'hui, on a tous un smartphone dans sa poche, d'un niveau plus ou moins important, et qu'à un moment donné, on en parlait tout à l'heure, les compacts plus d'entrée de gamme, bah, c'est ça qui les a tués. Bien C'est-à-dire sûr. que pourquoi aller dépenser 300 ou 400 euros dans un boîtier avec un tout petit capteur qui va être moins performant, que tu n'auras pas forcément avec toi, etc., alors que ton téléphone est là. Donc, en toute clarté et en transparence totale, quand des gens viennent nous voir, et il y en a encore, même s'il n'y en a plus trop, pour demander un compact dans ces niveaux de gamme-là, c'est vraiment la meilleure réponse qu'on leur apporte, c'est d'essayer d'exploiter leur smartphone. Et puis, si la passion de la photo vient, à ce moment-là, pourquoi pas, de venir chercher un compact expert et de monter un peu le budget dans les 700, 800. Mais sinon, ça n'a quasiment pas de sens. Vous avez réfléchi à peut-être, je sais pas, avoir une petite sélection de smartphones ultra performants, ultra spécialisés à proposer en boutique, ou Alors, c'est illusoire? non, c'est pas illusoire. Et pour tout te dire, on l'a déjà fait. Je vais Tu remonter. parles de ça au passé. Ouais, parce qu'on a fait ça il y a une quinzaine d'années maintenant. Ah oui. Donc avec Nokia à la Le Photokina. 10-20. No- Lumia alors, 10-20. non, c'était comment il s'appelait? J'ai plus le nom en tête, mais ils avaient 2 modèles chez Nokia qu'on avait vu à la Photokina. On était partis avec mon père en l'occurrence, on les avait rencontrés, ils avaient discuté et ils avaient une vraie intention de rentrer un petit peu chez les photographes. Et du coup, je me souviens qu'on avait fait vraiment une vitrine dédiée avec les produits Nokia. On en avait vendu certains et on présentait le téléphone comme un appareil photo. Alors évidemment, c'est pas les performances d'aujourd'hui et la distribution n'est pas la même. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un smartphone en magasin, ça pourquoi pas se faire. Maintenant, si tu prends les grandes marques, voilà, c'est vrai que je pense que c'est un petit peu plus délicat. Il faudrait raviver le CM1 de Lumix, qui était Tellement, un smartphone avec un look d'appareil. tellement. Mais il y a Sony quand même qui a des modèles Ouais, maintenant derrière. très, très orientés pour les Plus pour les gaming que photographes, puis photo. avec surtout de l'interaction avec les le- boîtiers de la série Alpha 7. Et puis on voit aussi Leica qui sort, alors au Japon uniquement, a priori, des smartphones. Alors j'ai même vu passer un prototype, je me rappelle plus la Panasonic. marque, récemment, non, très récemment. C'est Xiaomi. C'est Xiaomi, ouais, qui fait voilà, ça. d'un smartphone à objectif interchangeable compatible avec les optiques Leica M, qui a l'air presque convaincant. Bon, enfin bon, on verra. c'est- On ouais, verra. c'est pas Je ferme cette Ouais, parenthèse sur les smartphones et on revient un peu dans la vraie vie de la photo et on s'intéresse évidemment aux boîtiers équipés de capteurs 24-36 mm avec toujours beaucoup de monde, beaucoup de constructeurs sur ce créneau-là. Évidemment, Canon, Nikon, Sony, Leica et Lumix. On y va. Louis, le meilleur rapport qualité-prix. Alors, pour le meilleur rapport qualité-prix, c'est toujours un peu compliqué quand on parle de plein format, puisqu'on n'est quand même pas sur des tarifs hyper accessibles. Moi, j'en citerai deux de 2 années différentes. Alors, si on remonte un tout petit peu dans le passé, je parlerai du Lumix S5, qui est remis un peu à la mode par différentes offres ça et là, parce que c'est quand même un boîtier très polyvalent, sous les 2000 €, avec énormément de fonctions vidéo inspirées de la série DGH en micro 4 tiers et inspirées des S1H, S1. Enfin, au gré des mises à jour, il est devenu plus performant que les S1, S1H de Et toute façon. S5 était déjà remonté largement dans notre guide l'année dernière. Oui, complètement.
Mais comme le dit Louis, c'est vrai que c'est presque un petit S1H Ouais. maintenant, hein, à Et- part les limites de durée temps, d'enregistrement. Oui, c'est pas tout le monde n'est pas concerné par Mais, ça. ouais. Et si je voulais aller plus récent, je taperais sur le classique maintenant, le Sony A7 IV, qui a bien pris la relève de la 7 III, bon, qui a un peu grimpé niveau prix. Mais bon, c'est un peu le problème de tous les appareils photo maintenant, et qui reste pas du Sony, donc il y a un volet vidéo très développé, un peu bridé par rapport à la 7S III, parce qu'il fallait pas trop en faire non plus, mais qui a des fonctions de... Sony, c'est pour toi. Ils Ils ont les mêmes processeurs. Ouais, les mêmes processeurs, des fonctions d'aide à la mise au point, de focus mapping et tout ça, qui sont inspirés de leur caméra Venice Cinema, qui c'est vraiment très impressionnant. Toujours un nouveau capteur de 33 mégapixels, très performant. L'autofocus, on sait que ça marche très bien. Et évidemment, après, le parc optique de chez Sony, on en parlait un peu plus tôt, qui est un des meilleurs en hybride actuellement. Et bon, voilà, ils frappent toujours très fort. Je pense qu'il était très attendu. Je ne sais pas s'il se vendra dans les mêmes proportions que la 7 III en son temps, qui avait vraiment... Je crois que c'était vraiment celui qui avait commencé à enterrer définitivement les réflexes. Ouais. Là, bon, les hybrides sont un peu partout, mais la 7 IV, il prend Il y a un peu dignement la plus relève. il y a un peu plus de concurrence, tu as raison, mais c'est vrai que ça reste, c'est impressionnant. Enfin, c'est vraiment un top seller. Et Il est dispo celui-là? Oui. Et c'est quoi la démarche, Ronnie, avec un Alpha 7 IV? C'est des gens qui ont un Alpha 7 II qui basculent? C'est un premier équipement? C'est quoi le... Il y a tout. Ok. Il y a tout. On a des gens qui, effectivement, sont déjà entrés dans la série, que ce soit avec l'Alpha 7 II, avec l'Alpha 7 III, et qui vont chercher avec cet Alpha 7 IV à la fois le surplus de définition, à la fois la petite amélioration vidéo, des choses comme l'écran orientable qui pouvaient manquer par rapport à d'autres. Donc là-dessus, sur l'Alpha 7 IV, clairement, c'est un des produits les plus complets de sa catégorie. Et puis, par rapport à d'autres qui démarrent, tout simplement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je le disais juste avant, pour démarrer, alors il faut un budget confortable, on est bien d'accord, mais en termes de performance, il n'y a pas beaucoup d'autres boîtiers qui peuvent se targuer d'avoir autant de choses en un seul. Donc là-dessus, c'est vrai que je partage l'avis. Le S5, pour répondre à la question avant que tu me la poses à mon niveau, mais C'est très bien, je vais vous laisser. Le S5, je suis complètement d'accord. Et c'est vrai que tu parlais d'offres attrayantes. Je vous invite à jeter un œil sur notre site, petite autopub, ipln.fr. On a un pack avec un 28-70-2.8 chez Sigma, extrêmement intéressant, avec une superbe belle offre de prix. Donc voilà, là-dessus. Bah, balance le prix. On va se retrouver avec donc les remises directes, les remboursements, les machins, à 1799 €. Ok. Oula. Boîtier plus le 28-70-2.8. Agressif. Donc là-dessus, c'est vraiment intéressant. Après, si je devais en rajouter par rapport... Enfin, il y a une très belle offre aussi que j'apprécie grandement chez Nikon avec le Z5. Le Z5, c'est un boîtier qui a toujours fait débat parce qu'il n'a pas tout. Il Moins ambitieux, quoi. Un peu, voilà. Et surtout, le problème, c'est qu'il était très cher. Il était trop cher. Et là, Nikon, moi, je trouve, fait un pack qui est top et qui n'a pas d'équivalence avec le 24-200. 24-200, on a une optique qui non seulement est polyvalente et qui est plutôt pas mal. Et ils font une réduction de 500 €. Donc, tu te retrouves, hors bonus que nous on fait, je vous invite à regarder aussi, mais tu te retrouves à moins de 2000 € avec un boîtier full frame, un 24-200. C'est quand même une offre très pertinente. Donc, je rajouterais ça aussi en bon rapport qualité-prix sur les full frame. Ouais, moi c'était mon meilleur rapport qualité-prix, le Z5, et pour ceux qui ont aimé le D750 à l'air réflexe, c'est un petit peu ça. C'est un boîtier assez polyvalent. Alors, il n'y a que la Rafale qui est en retrait, 5 images secondes, c'est pas énorme, mais on retrouve un petit peu tout ce qui a fait le succès du D750, et c'est un très bon rapport qualité-prix. J'ajouterais moi le Z6 II à l'étage au-dessus, qui est un boîtier que j'aime énormément, notamment le viseur, qui n'est pas le plus défini du marché, mais qui est très très agréable. Et une ergonomie que les nikonistes apprécient. Et en fait, il y a tellement d'offres maintenant. À l'époque, quand Sony se lançait par rapport au réflexe, tu dis bah ouais, les hybrides c'est quand même vachement bien, il y a des bons rapports qualité-prix. Maintenant, tu regardes un Z5, tu dis bah c'est du 24 mégapixels, c'est un très bon autofocus de Nikon, c'est la même prise en main. En fait, c'est le même boîtier que Z6, Z6 II, mais il n'y a pas l'écran au-dessus, mais sinon c'est le même gabarit. Ouais. Donc c'est vraiment une bonne prise en main, mi-réflexe, mi-hybride. Mais après, tu te dis, mais par contre, j'ai pas la Rafale, par contre, j'ai pas ceci, par contre, j'ai pas ça. Parce qu'il y a tellement de trucs développés maintenant que tu commences vraiment à être. Tu as des prétentions, quoi. Voilà, tu as des exigences. Après, il faut garder un peu d'argent pour les optiques. Quoi, mais si tu veux la photo pure, effectivement, un Z5, c'est vraiment pas mal, quoi, de base. Bon, et si on fait sauter toutes les barrières, toutes les limites et qu'on veut the top of the top, Ronnie? Oula. Il y en a tellement. Non, mais c'est franchement top of the top. Si vraiment on fait sauter toutes les limites, je vais citer... Bon, là, c'est R5, mais on en a déjà beaucoup parlé. Mais c'est vrai que franchement, là, ils ont quand même tapé fort. Ils ont cassé beaucoup de limites qu'on pouvait... Ça doit être compliqué de soutenir un Alpha One avec l'Alpha 7 R5 qui vient d'arriver là.
C'est pas simple. Après, l'Alpha One, il y a d'autres caractéristiques, il y a d'autres technologies ou recherches internes, notamment sur la partie rafale, qu'on va avoir encore un petit peu au-dessus. Le viseur, un peu au-dessus aussi, notamment au niveau du temps de rafraîchissement, où on a un taux de rafraîchissement qui est 2 fois plus important. Donc après, quand tu es sur des sujets fixes, tu le perçois pas. Dès que tu commences à aller sur des sujets en mouvement, il y a quand même cet effet un peu plus naturel qui ressort. Mais effectivement, il y a un gap de prix qui est non négligeable. Donc la question peut se poser. Donc là, c'est R5. Après, sinon, franchement, le Z9, c'est vraiment un killer, quoi. Enfin, voilà, si on leur fait sauter toutes les limites, on ne parle que des boîtiers bruts, c'est compliqué d'aller en face, quoi. Je suis entièrement d'accord. Pour l'avoir testé sur l'UTMB là, cet été, j'ai trouvé absolument dingue ce boîtier. Le Z9, alors, en plus un hybride monobloc, il n'y en a pas beaucoup, des hybrides monoblocs. Voilà, il y a l'OM, alors pas l'OM System, mais le M1X, qu'il ne faut pas oublier, le R3 et le Z9. Et puis l'absence d'obturateur mécanique, moi j'étais très dubitatif, mais finalement, pas du tout, quoi. Allez, c'est convaincant. Et puis c'est un système qui est étonnant parce qu'il est encombrant, mais il est quand même léger, très léger, quand on le compare à un D6. Enfin, il fait quasiment le même poids que le D6. Ou en tout cas, le ressenti. Tu le ressens pas pareil. Je sais pas, le ressenti est très différent en tout cas. L'ergonomie très aboutie. Moi, c'est un tueur. Mais j'avais sélectionné le R5 parce que je suis un nostalgique des séries 5D en réflexe. Et le R5, il combine un petit peu tout, quoi. On retrouve l'ergonomie qui a fait le succès des 5D avec l'écran orientable qu'on aurait aimé voir à l'époque sur les 5D. Un très bon viseur, des caractéristiques vidéo qui sont excellentes, sauf en 8K avec les limitations de durée d'enregistrement qu'on connaît. Donc, mon choix, ce serait le R5. Louis ? Moi, je l'avais noté 2, évidemment, on en a parlé. Donc, le Z9, il est très très bon, il est très très fort. Il est très gros, mine de rien, parce que tu dis qu'il est quand même. C'est comme l'hybride le plus lourd du marché. Donc, dire qu'il est léger, c'est quand même compliqué. Non, plus léger qu'un D6. Enfin, en ressenti, mais c'est qu'un D6. Mais bon, ça reste 300 grammes de plus qu'un. C'est un monobloc, t'as raison, c'est encombrant. Il est encombrant. Mais après, il a tout. Ils ont fait des mises à jour récemment. Pour vraiment casser toutes les barrières, notamment en vidéo. Ils ont rajouté des fonctions en photo qui sont très 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 bonnes. Ils ont un gros propriétaire en vidéo. Ils ont un gros propriétaire en vidéo, c'est très fort là-dessus. Après, moi j'ai toujours un petit faible pour l'Alpha 1 quand même, qui a été le premier vraiment à faire sauter la barrière de la grosse définition tout en ayant une énorme rafale, parce qu'on voilà ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au R5, c'est qu'il a un capteur empilé, le A1, et moi j'ai utilisé beaucoup le R5 en obturation électronique du coup, et donc là t'es très sujet au rolling shutter. Moi j'ai fait des manifs avec, et quand tu dis R5 tu dis A7R5, c'est vrai qu'il faut A7 de Sony A7R5, et quand les gens ils bougent un petit peu, d'un coup ils deviennent vite très fluides, très vite comme des serpents, ce que t'as pas avec l'A1, parce que justement le capteur empilé il compense cet effet là, et il a un autofocus qui reste alors il fait pas le suivi des insectes, mais ça reste vraiment du très très haut niveau, et c'est moins encombrant qu'un Z9 ou qu'un R3 quand même. Alors tu peux mettre un grip, il y en a qui vont pas aimer si tu montes un 600 mm dessus, mais au quotidien si tu as un 1 comme tout le monde dans sa poche avec un 50 mm 2.5 ou un 2, tu fais quand même bien le taf. Après évidemment c'est vendu au prix fort, au prix des réflexes 1DX, D6. C'est plus de 7 000 €. 7003 je crois. Après voilà, faut dire aussi, je pense en toute honnêteté, que le Z9 est underpriced. Oui, voilà, parce qu'il est largement au-dessus du R3 niveau features. On peut dire quoi, 6 000 € pour le Z9? 6 000 comme le R3, et je pense normalement il devrait être vendu comme le D6, comme le A1 à 7003 voire plus, mais là bon, ils ont dit on veut en vendre plus, du coup on a cassé les prix, donc ça qui le rend attrayant le Z9, c'est qu'il fait comme le A1 mais à 1500 € de moins. Mais voilà, sur moi c'est les deux boîtiers les plus performants du marché en 24-36 indéniablement de toute façon. Et tous les constructeurs de toute façon ils jouent aussi la carte de la vidéo avec ces appareils-là. Est-ce qu'il y aurait un modèle qui sort un peu du lot pour un usage full vidéo, Ronnie? Oui, en tout cas je peux citer la 7S3. Voilà, je pense donc c'est toujours la 7S3 aussi. Oui, okay. Très bien. Non, c'est clairement qui ne fait pas de Lucas, hein. On parlait de 100 millions de machin, qui fait pas de RAW. Et pour en discuter avec les utilisateurs professionnels, semi-professionnels, même si ça veut tout et rien dire, le 8K, c'est comme un peu les 100 millions de pixels en photo. Je veux dire, à un moment donné, c'est vrai que c'est la course à la performance, mais est-ce que réellement demain, un boîtier amène du 8K? Est-ce que c'est une norme? Non. On le voit même dans les productions télévisuelles, cinématographiques ou autres. Même le 4K, pour certains, encore demeure même trop haut et demande encore des productions en Full HD. Mais sinon, le 7S3, c'est impressionnant. Bon, technique, je pense que vous avez certainement dû faire des émissions et si les gens qui nous écoutent font de la vidéo, ils le connaissent. Mais moi, je suis impressionné de voir la stabilité des ventes et l'augmentation perpétuelle sur un boîtier à 4 200 € qui ne fait que de la vidéo depuis 1 an et demi.
Enfin, c'est permanent. C'est permanent. Et c'est assez impressionnant, clairement. Voilà. La 7S3 La 7S3, indéniablement, parce qu'il est vendu en tant que boîtier vidéo. Après, c'est vrai, quand on se pense sur les specs purs, finalement, quand tu regardes vraiment la 7S3, tu dis, en fait, par rapport à un Z9, finalement, j'y perds un peu, tu vois, même par rapport à un R5 et compagnie, parce il reste plus modeste quand même. Il fait tout très bien. Il y a l'autofocus Sony, mais il reste, fondamentalement, il n'y a pas d'énorme évolution par rapport à la 7S2 en termes de définition d'image. C'est le même capteur. Mais c'est 12 millions. C'est ça, 12 millions. Donc, tu peux pas dépasser, tu peux pas faire de la 6K. Mais ça peut avoir des avantages. Ça peut avoir des grands pixels. Ça a des avantages en basse lume, justement, c'est ça qui est très intéressant. Et c'est là où ils font très fort. Après, tu peux te dire, on a des débits supérieurs, quelques codecs un peu au-delà du DCI, des modes, ce qu'ils font beaucoup quand ils suréchantillonnent depuis des définitions supérieures. C'est surtout à ça que sert la 8K ou la 6K dans beaucoup de boîtiers. On voit la différence, tu le vois à l'œil en fait, entre de la 4K normale issue de n'importe quel boîtier ou même issue du même boîtier et de la 4K suréchantillonnée depuis de la 8K ou de la 6K. Tu vois directement à l'œil, tu as une hausse de la netteté, une hausse du niveau de détail qui est quand même hyper impressionnant, ce que ne fait pas la 7S3 pour l'instant. Mais ça reste en vidéo le boîtier le plus stable, effectivement, le plus efficace. Et au niveau des specs purs, derrière, c'est le Z9 qui... alors lui, il ouvre les vannes, il fait tout, et on veut un peu plus, voilà. Bientôt, ils vont nous dire qu'il fait de la 12K, même si le capteur n'est pas assez défini, ils vont réussir. On a divisé les pixels en 4 et tout, machin. Ils arrivent ça, c'est la prochaine mise à jour, de janvier 2023. Il y a une mise à jour tous les 2 mois où d'un coup, ils envoient des nouveaux RAW, des nouveaux formats. Là, on est à 5500 mégabits seconde de débit. Mais vive les mises à jour. Oui, c'est très bien. C'est très bien les mises à jour. C'est très très bien. Et ça justifie aussi l'augmentation du prix des produits parce que c'est vrai on les garde plus longtemps. Et on les garde plus longtemps et on n'avait pas forcément cette culture par le passé, il y a 4-5 années en arrière, de grosses évolutions. Aujourd'hui, même, et c'est pour ça que d'ailleurs les boîtiers durent plus longtemps. Je vais prendre Sony parce que pour moi, c'est l'exemple le plus criant. Bon, le 7.2, il continue d'y avoir un peu des fins de vie. Il est revenu, non? Parce qu'il avait disparu des lignes et puis ils l'ont ressorti en production. Ils en ont retrouvé. La 7.4 n'était plus là. Ils en ont retrouvé. Le 7.2 est revenu. Mais sinon, 7.2, 7.3, 7.4, pareil sur les versions R. Et en fait, la personne qui achète aujourd'hui un 7.3, par exemple, il a quand même un super boîtier qui a suivi X mises à jour de firmware. Et c'est pas, comme on pourrait le penser, parce qu'il est sorti il y a 4 ans ou 5 ans, de dire non, j'ai un truc retrait en techno. Bien sûr qu'il a pas tout et qu'il faut garder, tu le disais tout à l'heure, aussi une cohérence au niveau de la gamme commercialement pour que les gens upgrade. Mais c'est plus le même que celui qui est arrivé il y a 4 ans. Quoi. Donc là-dessus, c'est quand même incroyable. Bon. Voilà pour les appareils équipés de capteur 24-36. On termine, on essaye de faire vite parce qu'on est déjà à plus d'1h30 d'émission. Mais là, on n'a pas fait le coup de cœur. Ça va être plus simple. On fera les coups de cœur plus tard à la fin. Non, vous voulez qu'on fasse les coups de cœur? Oui, bon, alors on y va. Les coups de cœur. Faut être cohérent. Les coups de cœur en 24-36. Louis, vas-y. Alors, moi, les coups de cœur, j'en ai 2 chez Sony. Donc, il en a 2. J'ai la 7R5 qu'on a dit là tout à l'heure, qui est vraiment. Bon, ça, c'est quand on fait péter le budget. Voilà, tu te fais plaisir. T'as grillé tes jokers Sony déjà, Louis? Ouais, mais attends, c'est pas fini parce que j'ai 7R5. Et récemment, j'ai repris en main parce qu'on m'avait subtilisé des boîtiers plus imposants, un petit A7C derrière les fagots. Il y a des limitations. C'est un A7 III rebadgé, mais en fait, t'as pas de 24-36 plus petit que ça. Il est stabilisé avec une petite focale fixe, même s'il y a des limitations de viseur, des caméras, ça reste un bonheur en fait, parce que le truc rentre dans ta poche, et là t'as un autofocus Sony, t'as du plein format, et tu te fais plaisir quand même avec un petit A7C. Ronnie, coup de cœur? A7 IV pour la polyvalence, vraiment. Moi, Nec Plus Ultra. Et après, j'anticipe peut-être un peu, mais si on devait en citer un autre, et c'est vrai qu'on a un peu moins parlé, R6 Mark II, qui en tout cas annonce de beaux prémices au niveau de l'annonce technique. C'est dispo déjà ça, le R6 Mark II? Pas encore. Pas encore. Fin novembre. Fin du mois, ouais. Selon Canon. C'est ça. Mais c'est l'achat fin 2023. Benjamin, ton coup de cœur en 24-36? Moi, c'est le Leica Q2, qui est un boîtier que j'adore. J'adore le 28 mm, c'est une focale fixe. La version la bague de diaph. Machin, là? Non, surtout pas. La nouvelle édition. Enfin, perso, surtout pas. Le moins de versions possible, le plus noir possible. La version James Bond, là, avec juste les trucs dorés, là, ça c'est pas mal. Ça. Non, alors, avec la Rolex qui va avec. Si à 40 ans, j'ai pas tout ça, j'ai raté ma vie. Aussi qu'ils ont? Non, c'est autre chose. Pas encore. Non, mais bon, enfin voilà, c'est un objet de luxe, de désir. Il est à plus de 5600 €, donc je vais pas m'acheter ça demain. Mais c'est un boîtier qui, moi, me fait rêver. Voilà. Et le peu de fois que je l'ai utilisé, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je l'ai utilisé au printemps dernier encore pour un petit voyage. C'est quand même un petit plaisir. Et il a des défauts par rapport au dernier boîtier. Il a plein de défauts. On peut même pas le recharger. On peut même pas le recharger en USB. Il est intuitif. C'est ça. C'est juste, moi, le 28 mètres, c'est un objet désirable. Je préfère un petit 35, tu vois. Alors, tu vois, ça, c'est un débat. Moi, sur mon X105, par exemple, j'ai le complément optique qui le rend 28 mm. Voilà, tout ça parce que je préfère le 28 au 35. C'est une question de choix. Mais l'optique 28 mm f1.7, je crois, c'est particulièrement lumineux. Il est stabilisé et puis une colorimétrie qui est bon. C'est chaleureux, quoi. C'est bon, c'est du Leica. Qui séduit. Et du RAW DNG
aussi. Très bon complément. Très bon complément. Je ne l'ai pas cité parce que hybride, pour moi, c'est optique interchangeable. Donc, t'as un peu triché. Ah non, j'ai entendu plein format. La question, c'était coup de cœur plein format. C'est pas hybride, on était spécial hybride, on est d'accord. Merci, merci. On a parlé du X100, on a parlé. Mais ouais, non, c'est bluffant de voir, comme je disais tout à l'heure, on fait les cas depuis pas très longtemps, de voir le succès de ce produit-là et le complément que ça peut être. Alors, il faut avoir un bon budget, on se l'accorde, il n'y a pas de souci, mais on parle de coup de cœur en complément d'un autre boîtier. Pour avoir avec ça, ça devient aussi c'est un objet incroyable. Donc, vraiment, je partage à 100%. Beaucoup de photographes, de reporters l'ont en second boîtier. On a reçu Véronique de Vigory, c'est le cas. Laurence G, pas plus tard que la semaine dernière, elle l'a cité aussi, elle l'a essayé. Bon, c'est pour le côté sûrement robuste sur le terrain. Ouais, après, il est cher, il est plus cher qu'avant parce qu'il a augmenté de prix, mais quand quand il est sorti à son époque, en même temps que la 7R3, la 7R4, si tu compares le même type de boîtier, donc une définition de 45 mégapixels, avec une optique pareil f1.7, finalement t'arrivais au même tarif à 5000 balles et compagnie. Donc finalement il n'était pas, je crois que c'est peut-être le meilleur rapport qualité-prix chez Leica, donc c'est dur à dire mais c'est comme ça. Et c'est vraiment un boîtier qui reste très très étudié, très très performant. Ok. Bon, pour terminer, les appareils équipés de capteurs moyen format, 3 acteurs, 2 acteurs, 1 acteur. Bon, c'est pas très clair. Fujifilm, évidemment, hein, les plus actifs. Hasselblad, qui a quand même lancé une deuxième version de son X2D. Bon, le Leica, je sais même pas si on en parle. Non, je pense que c'est terminé. Le tout S3, ça. il existe. Ils existent, voilà. T'en as Il faut dire qu'ils existent. Non, ça, pour le coup. Eux, ils savent pas où il est. Donc, Bon, du coup, meilleur rapport qualité-prix, parce qu'on peut parler de rapport qualité-prix en moyen format désormais. Le GFX 50S2, qui est pas bien le choix. qui est de toute façon le même boîtier que le 100S, avec un capteur qui est un peu plus daté, mais il gagne la stab. Voilà, c'est toujours du très bon format, c'est toujours très utile. Il fait toujours pas de 4K, je crois, parce que le capteur est pas capable de faire de la 4K, mais bon. Non, puis la F est un petit peu poussif. Ça patine un peu, mais ça c'est classique sur le moyen format, donc mais ça reste un très très bon boîtier. Et, voilà, il est 4005, je crois, non, ou 5000, tout ça. Ouais, actuellement, en plus de ça, il y a des ODR, il y a des ODR qui ont démarré là, donc on rentre dans le domaine de l'accessible pour du moyen format, en tout cas. On est au prix du plein format. Voilà, c'est ça. Attention au coût des optiques derrière, on en parlera la semaine prochaine, mais en moyen format. Le plus performant, le 100S, je pense. Vraiment, après ça rejoint le coup de cœur. Le X2D, franchement, c'est pas la même. Oui. C'est pas pareil, mais pour l'avoir eu en main, le viseur. Il est un peu sexy quand même. Non seulement il est sexy, mais le viseur il est incroyable. C'est vrai que pour pas avoir manipulé régulièrement et avoir du blade. J'ai envie de dire X2D parce qu'on a dit aussi GFX juste avant. Donc, moi, je l'attends en test là parce que ça va être le coup de cœur, je pense. Moi, la feature qui m'intéresse le plus sur X2D, et je pense qu'elle devrait être basique sur tout le gamme. C'est la non-vidéo ? Non, c'est pas la non-vidéo, effectivement. C'est le 1 Tera de stockage en fait. Ça, c'est royal au bar. Tu es à 64 Go avec un M11 de Leica. Ce que DJI fait aussi. Et là, tu as 1 Tera de stockage. On va me dire, oui, mais si ça marche pas, machin. Moi, j'ai plus souvent des cartes mémoire qui vont planter qu'un stockage interne. Et puis 1 Tera, tu as le temps de revenir. Surtout sur du moyen format. Parce que chez Fujifilm, t'as pas de stockage interne. Et c'est de la carte SD. Donc il te faut 5 secondes entre chaque photo parce que le truc mouline et tout ça. Alors peut-être la prochaine version, tu auras du CF Express, ça ira plus vite ou quoi. Mais ça, ce truc de 1 Tera de stockage qui peut-être justifie une hausse de prix, c'est une feature qui est plutôt pas mal. Que beaucoup de boîtiers devraient adopter, je pense. Ça serait vraiment, vraiment pertinent. Puis il est beau, puis il est beau, puis il est beau, puis il est beau. Puis les nouvelles, je reviens en optique, même si ça sera la semaine prochaine, j'ai bien compris, mais les nouvelles optiques, les XCD qu'ils ont sortis, les 3, 38, 55 et 90 qui va arriver, on va parler de ce qui est là, 38 et 55, c'est vraiment c'est magnifique. Design, inspiration Leica, là, c'est à l'ancienne, voilà exactement, mais surtout niveau qualité, il y a une âme dans ces images, un peu à l'instar de Leica. Ces marques-là, je trouve, ont réussi, malgré l'ajout de technologie, à garder une âme au niveau de l'image qui est assez forte. Est-ce que ça a du sens de concevoir faire de la vidéo avec un moyen format ? Alors peut-être pas avec celui qu'on vient de citer du coup. Non, forcément. Mais ça a complètement du sens, oui. Pour être original, je vais citer le GFX 100S, mais qui est un excellent boîtier, qui fait de la vidéo 4K, qui a une stab qui tient la route. Pour un 100 millions de pixels, c'est important. Ergonomie aboutie aussi et stabilisée. Donc oui, ça a complètement du sens et le GFX 100S, c'est une option très très solide. 4K DCI, l'autre, je crois que je garde 30 images secondes peut-être. 25 images secondes en PAL, et c'est ça. Et précisons le prix, on est aux alentours de 6 000 €. Ouais, c'est pas mal. Et qui ressemble à un très gros XH2, quoi. C'est le même design, oui, c'est la même philosophie. Et donc c'est plutôt c'est lourd, mais c'est petit pour un moyen format. Pour un moyen format, on peut faire de la street photo.
Ok, bon, bah on va conclure là-dessus. Beaucoup d'informations dans cette émission et dans ce guide des meilleurs hybrides 2022. Merci Ronnie, merci Merci à vous. Louis, merci à toi aussi Benjamin Merci, Mathieu. de nous avoir donné tous ces conseils. Et maintenant, vous avez toutes les infos pour faire le bon choix. On passe à la suite et on attaque le débrief. Nous sommes toujours avec Ronnie Student de la boutique IPLN et le journaliste spécialisé Louis Royer, chef de rubrique photo sur le magazine lesnumériques.com pour notre grande sélection des meilleurs boîtiers hybrides 2022. Ronnie, Louis, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission, ça va pas être facile. Peut-être pour commencer, Louis, est-ce que tu pourrais essayer de nous résumer en quelques mots, d'un point de vue technologique et tendance, cette année 2022 ? Alors, cette année 2022, ça a été le renouveau du suivi autofocus. C'était tous les constructeurs maintenant ont lâché les chevaux pour mettre des suivis autofocus boostés à l'IA, si on peut dire que c'est de l'IA, au deep learning, et qui te reconnaissent tout un tas de sujets, qui les suivent. Donc chez Sony, des insectes, on a des oiseaux en tout genre, des animaux en tout genre, des trains, des avions, des voitures. Enfin, voilà, les appareils parties photo, du corps, les parties du corps. enfin, L'appareil photo, ça il va chope loin. le sujet, il le lâche plus, et si tu fais une photo floue, ben en fait c'est toi qui es mauvais, c'est pas l'appareil photo, quoi. C'est fini, c'est pas la faute à la manette, là, c'est vraiment des appareils très très haut de gamme, et au plus aussi, on n'en a pas parlé avec la 7R5 tout à l'heure, des stabilisations toujours plus performantes, quoi. 8 stops de stabilisation, tu peux tenir 3 secondes avec ton boîtier à main levée, c'est hyper impressionnant. Ronnie, les nouveautés de l'année qui sont les plus pertinentes, les plus marquantes? Le retour, ou en tout cas l'avènement de l'APS-C avec le R7, si je dois parler de boîtier, la consécration du plein format avec toutes les évolutions techniques qu'on a pu citer. Et puis, même si c'était plus vraiment un débat, le fait que ce soit vraiment rentré dans les mentalités de tout le monde, que ce soit des amateurs, que ce soit des passionnés ou soit des professionnels, que voilà, l'hybride, non seulement ce n'est plus une trend, mais c'est clairement le présent et le niveau d'utilisation qui peut être ouvert à tout le monde. Pas forcément que parce qu'on veut aller plus vite en autofocus, avoir de la vidéo ou autre. Et ça, c'est très important. Oui, et juste très rapidement, l'abandon de l'obturation mécanique sur le Z9. Ça, c'est quand même une nouveauté technologique importante de l'année. Si vous deviez retenir un seul appareil sorti cette année, ce serait quoi et pourquoi? Alors, ce serait le Sony A7R5. De mon côté, parce que c'est quand même t'arrives à faire des photos hyper rapidement avec un capteur très très défini. Il n'a pas vraiment de défaut majeur, à part un rolling shutter très prononcé, mais sinon c'est un appareil extrêmement polyvalent. Tu fais du studio avec, tu fais du street avec, et on n'imaginait pas avec des capteurs très définis. Il y a 10 ans, très définis, c'était 30 mégapixels, c'était 25 mégapixels, on est à 60, et le truc, il les avale sans problème. Et les photos chez Sony, c'est toujours, la qualité d'image. On n'est pas sur de l'argentique, il n'y a pas de grain, c'est très 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 net. Il faut aimer ça, mais du coup, c'est impeccable, quoi. Ronnie? Oui, je partage. On l'a dit tout à l'heure, le 7R5, c'est très attendu et les premiers retours sont très très bons. Après, voilà, en termes de succès, si on parle de succès, de nouveau, le Canon R7, vraiment impressionnant dans sa catégorie. C'est pas du tout pareil, mais voilà, vraiment impressionnant le Canon R7. Benjamin? Le R6 Mark II, moi je dirais finalement, parce que je trouve qu'en termes de polyvalence, il combine assez habilement tout ce qu'on aurait aimé avoir sur un 5D Mark V ou Mark VI si ça avait continué. Là, ils le font sur un R6 qui est plus cher que le R6 précédent. Donc, hausse de la définition, hausse des performances, ergonomie améliorée. Moi, je trouve que le R6 Mark II, il a de la gueule. Ronnie, on a abondamment parlé d'hybride. Ça se vend encore le réflexe ou pas? C'est compliqué. C'est compliqué. En tout cas, alors, je vais répondre, tu vas comprendre. Pour moi, ça ne se vend plus, ça s'achète. C'est-à-dire que aujourd'hui, je ne conseillerais plus à quelqu'un qui rentre au magasin d'acheter un réflexe, je ne lui vendrai pas. Après, tu peux avoir quelqu'un qui va vouloir acheter un réflexe pour des raisons qui sont personnelles, qui sont rationnelles ou irrationnelles. Mais voilà, aujourd'hui, que ce soit le D850, le 5D Mark IV ou le 6D Mark II, qui sont vraiment les derniers qui se vendent, parce que le D6 et le DX Mark III, c'est très très compliqué, clairement. Les gens vont vouloir l'acheter pour X ou Y raison, mais si on commence à rentrer vraiment dans du comparatif, et je le disais juste avant, c'est compliqué. Ok.
Selon vous, pour terminer, comment se dessinent les tendances de l'année 2023 ? Bah, doucement, on va glisser vers la préparation des Jeux Olympiques. Donc, on sait que là, à ce moment-là, les constructeurs, même s'il y a des boîtiers très récents performants, on sait que les constructeurs historiques vont commencer à nous sortir des trucs très performants pour les Jeux Olympiques. Alors, pas forcément Nikon qui a sorti le Z9, qui marche un peu sur tous les tableaux, mais chez Canon, on attend beaucoup du R1 qui, normalement, c'est un secret de Polichinelle, il devrait arriver prochainement, a priori. Et on attend aussi pas mal de chez Sony, ce qui vont faire pas forcément un A1 Mark II, mais plutôt un A9 Mark III, pour voilà, pas trop défini, mais très très véloce. Et c'est un peu ce qui se dessine sur des boîtiers. La vidéo, je pense qu'on est quand même arrivé à un certain niveau très très élevé là. Ils vont peut-être un peu marquer le pas, mais je pense doucement qu'ils vont se tourner pour les hauts de gamme vers les Jeux Olympiques, et avec des optiques idoines qui manquent toujours un petit peu sur certains constructeurs historiques. Benjamin, toi, selon toi, la tendance 2023, ça va être quoi ? La tendance, ou plutôt des souhaits, encore des améliorations au niveau de l'autofocus, notamment peut-être chez des marques qui se limitent encore à la détection de contraste. On voit de plus en plus de rumeurs là, qui bruissent sur la toile, donc on espère que certains vont passer à la détection de phase. Et puis l'élimination, on parle des JO 2024 du sport, l'élimination du rolling shutter. Là, je pense qu'il y a du boulot chez pas mal de constructeurs, notamment Sony, la 7R5, c'est vrai. Moi, je l'ai essayé un peu en vidéo et je trouve que le rolling shutter est quand même encore bien présent. Donc, il y a des axes encore d'amélioration, même si on est à un niveau déjà de performance qui devient redoutable, quoi. Et gestion peut-être de la mémoire tampon aussi. Il y a certains boîtiers qui n'encaissent pas les niveaux de rafale dont on peut parler, à moins d'avoir des cartes vraiment très très performantes, mais qui coûtent très très cher. Et pour terminer, Ronnie ? Je pense que beaucoup de choses ont été citées au niveau des boîtiers. J'ajouterais peut-être effectivement le côté, pourquoi pas, du stockage interne. On en parlait avec le Blad tout à l'heure, qui peut devenir une norme sur les boîtiers professionnels. Après, moi, vraiment, personnellement, mon attente principale pour l'année prochaine, c'est vraiment les optiques. Des marques comme Nikon. Oui, mais c'est pas l'émission. Non, je sais, mais c'est la semaine prochaine, donc c'est encore une ouverture. C'est que des transitions gratuites. Tu veux rester, Ronnie ? Tu veux revenir la semaine prochaine ? Les marques comme Canon et Nikon, voilà, les boîtiers, on les a dit, ils sont là. Effectivement, il faut de l'optique native, il faut du Sigma, il faut du Tamron compatible. Après, ils se débrouillent comme ils veulent. Mais moi, mon attente principale, même si je suis hors sujet, c'est les optiques. Parfait, on conclut là-dessus. Merci à tous. Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz. Louis, Ronnie, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram, en lien évidemment avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Avez-vous bien compris la consigne ? Oui. Alors on démarre. Première question qui t'est destinée, Louis, qui nous vient de Kélian Dir. Quel est le meilleur appareil pour barouder ? Le meilleur appareil pour barouder, alors je pense peut-être un petit OM System OM1, parce que c'est un des rares qui soit complètement tropicalisé, donc il craint pas grand-chose. Il peut aller sous l'eau, presque. Il résiste au gel, il résiste à la pluie. Donc voilà, si pour barouder, un OM System OM1, je pense que c'est le meilleur appareil. Et OM System qui indique des normes d'étanchéité pour ses appareils avec Leica, c'est les seuls. Ok. Alors pour la petite info, Kélian, lui, il était plus convaincu par un Fujifilm X100V pour barouder. Pourquoi pas ? Ça dépend ce qu'on appelle pour barouder, quoi, c'est ça. Ouais, puis à condition de lui adjoindre le filtre optionnel, parce que sans le filtre, il n'est pas complètement à l'épreuve des intempéries, tropicalisé. Bon, c'est un terme un petit peu... je sais pas, ça mériterait de faire un débat entier là-dessus. Ou alors un complément optique, qui sont eux-mêmes protégés aussi. Parce que moi, je vois les traîner dans la boue, tu vois, pour moi barouder, c'est ça, quoi. X100V, c'est pour faire des photos dans la rue, quoi. Non, mais c'est pour ça que le micro 4 tiers, les Lumix, les OM, là, on peut y aller tranquille. Ça marche. Deuxième question pour toi, Ronnie, qui nous vient de Clara Tog. J'ai gagné au loto. Quel est le best boîtier ever ? Je pense qu'on a fait le tour tout à l'heure en parlant, mais si vraiment il y a zéro limite budget, je vais être entre le Z9. Ouais, je pense que c'est le Z9. Non, c'est le Z9. Voilà. Aujourd'hui, c'est celui le plus complet, qui a le maximum de choses. Z9. Pas le Hasselblad alors ?
Le Hasselblad, malgré tout, c'est pas qu'une question de prix, c'est qu'il y a des applications sur lesquelles il va pas pouvoir y répondre. Sauf outre la vidéo, mais la réactivité, c'est très beau quand tu prends le temps de te poser. Mais si tu veux pouvoir vraiment être en toute performance, Z9. Très bien. Troisième question pour toi, Louis, qui nous vient de Jinji Photo. J'ai un 6D Mark II et un budget de 2000 €. Quel hybride est-ce que je peux acheter ? Je vais apporter tout de suite une petite précision à cette question et je vais conseiller à Jinji Photo de déjà commencer par revendre son 6D Mark II. J'ai fait une simulation sur MPB. Il peut en tirer 450 € s'il est en bon état, ce qui lui fait donc un budget de 2500 €. Alors, pour concurrencer un 6D Mark II en ligne directe, on prendrait un R6 classique de chez. Parce qu'on a la même chose en hybride, mais il fait tout mieux, meilleur rafale, meilleur autofocus, et qui doit approcher ces prix-là, à mon avis, nus. Et sinon, effectivement, si on reprend un peu la même chose, un Panasonic Lumix S5 qui va un peu level up un peu en tout, sauf en autofocus par rapport au R6. Je pense que là, on a des bons choix déjà avec ces deux produits-là, quoi. Très clair. Quatrième question pour toi, Ronnie, qui nous vient de Laura.macron42. Quel boîtier pour un débutant avec une évolution polyvalente et sans se ruiner ? Je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qui est le. On est beaucoup dans la répétition. Oui, dans cette émission. parce Mais qu'on c'est a dit important. beaucoup de choses aussi. Mais c'est important. Mais c'est le conseil clairement que je donnerais à quelqu'un qui franchirait le pas de la porte au magasin. Le GX9 en package spécifique, attention, pas que le boîtier, mais en package avec le 1440 et le 25 mm 1.7. On est ouvert à la polyvalence par l'optique 1440, la focale fixe pour travailler un peu les bokeh avec le 25 1.7. On est en micro 4 tiers, c'est petit, ça peut se trimballer un peu partout sans trop de difficultés. Donc voilà. Cinquième question pour toi, Louis, qui nous vient de Benjamin. Benjamin ? Non, c'est pas toi. Si, c'est mon pseudo. Benjamin.boudot. À choisir, il faut se concentrer sur les optiques ou sur les boîtiers ? Vaste programme, c'est un peu les deux. En réflexe, il fut un temps, on pouvait beaucoup voir de vidéos, d'articles pointés, c'est pas le boîtier, c'est l'optique. C'est vrai que les boîtiers réflexes n'étaient pas toujours hyper polyvalents, hyper performants, et les optiques derrière, elles pouvaient rattraper le coup. Là, aujourd'hui, les boîtiers sont tellement performants que je pense qu'ils compensent beaucoup de défauts des boîtiers réflexes et beaucoup de défauts des optiques. Donc, concentrez-vous sur les boîtiers, choisissez le boîtier qui vous sied le plus, niveau du prix, niveau des performances, et après, vous aurez un large choix optique à combler. Parfait. Pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Cette question vous est adressée à tous les trois. S'il devait en rester qu'un, un seul, un unique, un précieux, ce serait lequel et pourquoi ? Benjamin, tiens, pour commencer. Un hybride ? Comme tu veux. Parce que je vais ressortir le GR3, évidemment. Oui. Running gag. Ouais, non, oui, parce que finalement, c'est celui qui sera toujours avec moi. Louis. S'il devait en rester qu'un seul, j'ai pas potassé moi, ça à la limite. J'ai tellement de choix. Alors, s'il devait rester qu'un seul appareil photo, ouais, je pense que l'Alpha 1 de Sony. L'Alpha 1 ouais, de moi Sony. j'y vais all-in quoi. Très bien, mais pourquoi pas. Et pour terminer, Ronnie. Pour la polyvalence, je dirais l'Alpha 7.4. L'Alpha 7.4. Parce que je me laisse des sous pour acheter des optiques. C'est super, on conclut là-dessus. Merci beaucoup. Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Ronnie, Louis, c'était évidemment un plaisir de vous recevoir à nouveau dans notre studio, à nos micros. Vos actualités, j'imagine, sont très chargées. Ronnie, donc on est en full période Black Week, Black Friday, cyber, machin, truc bidule. On est en période effectivement très intense et très attractive. C'est toujours intéressant. C'est un peu la dernière ligne droite. On voit le drapeau au bout et c'est maintenant que tout se joue. Donc c'est vrai que voilà, on essaye et on a voulu mettre en place des choses intéressantes pour les acheteurs. Donc n'hésitez pas à aller sur ipln.fr pour voir les différentes offres de fin d'année et spécifiques pour le Black Friday qui sont déjà en place. Vous aurez des très 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 bonnes surprises. On est disponible par téléphone ou via le chat en ligne quasiment 24/24 et je répète, c'est nous qui répondons, c'est pas des robots. Et si vous êtes sur Lyon, n'hésitez pas à venir faire un tour au magasin pour découvrir tout le showroom et tout ce qui a été ajouté ces derniers mois.
Merci beaucoup. Merci à Ronny. toi. Mon loulou, Oui. c'est quoi C'est Oui, quoi, maman. c'est quoi les tests à venir en photo là sur les NUM là Si vous allez aujourd'hui même sur les NUM, je pense que vous trouverez un petit test d'un Fujifilm X-T5, qui est un petit boîtier. Pas de How much stars? C'est un petit 5 étoiles quand Five, même. Ouais, c'est un five. petit 5 étoiles. Arrive bientôt, je crois, on peut spoiler un peu en avance, un petit Nikon Z30 qui est moins ambitieux, mais qui est peut-être plus accessible pour beaucoup de gens. Et puis là, doucement, on se tourne vers les fêtes de fin d'année, donc il va y avoir des produits plus tournés vers les cadeaux de Noël, plus imprimante photo, plus livre photo. Puis moi, j'attends quand même le Hasselblad. J'appelle Hasselblad. Il est où mon X2D là, censé? Je l'attends. Merci beaucoup en tout cas, Louis. Ah, tiens, je suis sur le site de ipln.fr et je vois un petit Leica photo Q2 Ghost qui est en précommande. Il a l'air dispo. Bon, je vais réfléchir d'ici la fin de l'émission. T'achèteras le Q3, Benjamin, ou pas? Ah, mais je l'attends. Ouais, Je l'attends. on attend tous le Q3. Non, franchement, en fait, C'est une j'achète bagnole, pas le Q2 ça, parce que non, j'attends le c'est pas une Q3. Un hybride ou l'électrique? Non, c'est 300 km d'autonomie, je crois. Ça peut être tout ce que tu veux. Et signalons au passage la disponibilité en Deutsche kiosque. Qualität, ça sent. Alors, on signale la disponibilité en kiosque du guide d'achat de nos confrères de Réponse Photo, avec 120 appareils et objectifs en test, un décryptage des nouvelles fonctionnalités. On l'a un petit peu fait au cours de cette émission. Et une plongée dans les coulisses du labo en ligne Whitewall. Donc, c'est 7,50 € chez votre marchand de journaux. La semaine prochaine, on continue nos guides de fin d'année avec une émission dédiée aux meilleures optiques hybrides. On retrouvera le journaliste Jean-Nicolas Léhec, responsable éditorial du magazine en ligne Photo de Rennes, qui sera accompagné de Nicolas Morvan, responsable produit chez Miss Numérique. Merci à tous de nous avoir écoutés, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Cette émission vous a été présentée par Sony et sa gamme de boîtiers hybrides plein format photo et vidéo pour les professionnels et les amoureux de la belle image. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music et YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.